Kevin, salut, merci de m'accorder cette interview. C'est un jour un peu particulier aujourd'hui pour toi. C'est le vendredi 9 mai, ça marque la fin du championnat, ça marque peut-être le dernier match, en tout cas en N1 de Metz avant un bout de temps. Bon ça, l'équipe de Metz sera fixée au mois de juillet, mais ça marque surtout ta dernière apparition. En tout cas, tu vas peut-être nous confirmer ton retour dans le groupe et pourquoi pas une dernière ce soir face au Pôle France sous le maillot Grenat. Déjà Gauthier, bonjour. Merci pour l'interview. Effectivement, ce sera mon dernier match ce soir, mais je serai en civil. Je suis encore blessé. J'ai repris la course cette semaine. Ce matin, j'ai fait le shooting avec les gars, mais je suis encore trop juste pour jouer tout de suite. On va en parler, il y a eu cette blessure, il me semble que c'était ton dernier match. On va en parler, ça remonte au match le fin mars. Face à Fougères, c'est une défaite de 2 points, je crois que tu joues que 4 minutes. Bon, écoute, depuis, tu as suivi les gars, une saison un peu compliquée, on va y revenir, mais j'aimerais surtout revenir avec toi parce que tu es le joueur le plus capé au club depuis la création de l'Union Sainte-Marie, puis le transfert vers cette nouvelle entité avec cette nouvelle salle surdimensionnée. Tu t'y es plus, tu as joué pas mal de saisons avec... on va retracer ces ambiances, ce match à guichet fermé il y a quasiment bientôt un an, là, où il y avait 2000 personnes dans la salle contre Saint-Lô en Provence. Mais c'est surtout 12 saisons, une petite interlude entre-temps, je crois que c'était 2019-2020 à Maubeuge. Ça, ouais. Mais tout d'abord, qu'est-ce que ça fait d'avoir joué 12 saisons? On va commencer tranquillement cette interview. 12 saisons, c'est ça, hein, au MSBC. Ouais, 12. Franchement, même pour moi, au départ, quand je suis arrivé à Metz, j'aurais jamais pensé que je serais resté 12 saisons ici, pratiquement. Je suis arrivé, c'était l'Union Sainte-Marie-Metz. Il y avait quelques matchs ici au Palais des Sports, mais il y avait quoi, peut-être 150 personnes à tout casser. Et je termine par jouer devant des 2500 personnes pendant les playoffs, voire même plus, parce que je n'ai pas compté les gens qui avaient sur les escaliers ou qui étaient debout. Ouais. Donc non, c'est une fierté d'être resté aussi longtemps, on va dire aussi fidèle. Même si je suis parti quelques mois à Maubeuge, ça s'est arrêté avec le Covid. Mais je pense que ça a été un mal pour un bien que je sois parti même. Bon, beaucoup te connaissent ici à Metz forcément, mais j'aimerais prendre le temps de cette petite demi-heure, ce 3/4 d'heure ensemble, de savoir qui tu es. Je crois que tu viens d'une famille de sportifs. En tout cas, ça, beaucoup ceux qui lisent la presse, notamment la presse locale républicaine-orin, peut-être le savent. Ça a été annoncé aujourd'hui dans leur colonne, je crois encore une nouvelle fois. Ton père a été, si je ne me trompe pas, champion de France de boxe, c'est ça? C'est ça. Et vice-champion d'Europe. Hein. C'est ça. Et comment, du coup, le sportif et Kevin Kelly, on pouvait se dire que c'était sûr que ça allait se faire, quoi. Je pourrais pas te dire quelle catégorie de poids il a été champion de France et vice-champion d'Europe. À la base, moi, je voulais faire de la boxe. Faire de la boxe. Comme j'étais l'aîné, ma mère ne voulait pas. Parce qu'elle me disait qu'elle avait assez vu mon père faire de la boxe et elle voulait pas que son fils fasse de la boxe aussi. Et après, j'étais plus foot que basket, moi. Je jouais beaucoup au foot. Fan de Marseille, on m'a dit. Non, c'est vrai que ça. J'ai joué beaucoup au foot avec mes amis dehors. Et j'ai dû faire un choix à 13 ans entre le foot et le basket. J'ai choisi le basket, donc ça m'a plutôt bien réussi. Mais à la base, oui, mon père est sportif, ma mère n'est pas très sportive. Moi, j'ai toujours aimé le sport. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, même quand je suis en off-saison, je pratique du sport, mais n'importe quel sport. J'aime aussi bien jouer au badminton, qu'au football, qu'au ping-pong, n'importe quoi, tant que c'est du sport quoi, et qu'il y a de la compète en jeu. Donc non, franchement, c'est cool. Mais justement, le basket, tu commences à l'époque, je crois que c'est Paris la Défense, le ministère de la Défense, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, c'est surnommé Paris Panthère. Il y a d'anciens joueurs assez connus qui ont joué au Puy-en-Velay notamment, qui ont rencontré l'équipe avec qui est formé Metz, l'Union Sainte-Marie. Du coup, Sainte-Marie a joué contre Paris Sport Intégrité. Et donc, c'est là où tu as commencé ta carrière, tout jeune, tout petit. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts? Non, c'est justement maintenant le club où j'ai commencé, c'est le Paris Basket. C'est le Paris Sport Intégrité, c'est ça? Non, c'est le Paris Basketball. C'est le Paris Basket, c'est le Paris Basket. Ok. À la base, c'était... à la base, j'ai commencé au ministère des Finances. Ouais, ok. Et j'ai très vite été récupéré par le Paris Basket Racing. Ouais. Qui est aujourd'hui, je crois, n'existe plus. Ouais, qui serait entre guillemets les métropolitaines en N1, quoi. C'est ça.
On va en reparler. Donc j'ai fait toute ma formation là-bas jusqu'à mes 17, 18. Et après, c'est devenu, vers mes 16 ans, c'est devenu Paris-Levallois. Ok, ouais. Mais à la base, moi, j'ai commencé au ministère des Finances. Et le ministère des Finances a été racheté par le Paris Basket. Ok. Et après, bah, ils étaient en National 2, je les ai joués. À Metz, ici, je Ouais, crois, je les ai ça, joués ici à Metz, ici. Et après, tout de suite, le Paris Basket, l'année d'après, ils ont racheté les droits de Toulon. de Toulon, c'est ça. Donc, ouais, à la base, mon premier club, c'est le Paris Basket. Mais ça s'appelait pas comme ça. Ouais. Mais, Et quand tu les vois maintenant, tu te dis, ouais, c'était pas une question que j'avais prévu de te poser, mais tu te dis quand même, il y a TJ Shorts, il y a Ifi, bon, c'est pas les mêmes moyens. oui, c'est pas le ça a même rien moyen, à mais voir. c'est une fierté de dire ouais, bah, que j'ai commencé, même si Ouais. c'était pas le même nom, bah, j'ai T'es un commencé supporter? dans ce club-là. Ouais, j'aime beaucoup Paris, j'aime beaucoup leur style de jeu. Et même, ça fait plaisir d'avoir un gros club de basket dans la capitale. C'est avant, il y avait Paris Basket Racing, qui était l'équivalent du PSG. Après, il y a eu Paris-Levallois, mais Levallois, ça reste même si c'est proche, Ouais, c'est pas Paris. Ouais. Et là, que ça le fait que ça s'appelle Paris Basket, non, franchement, c'est cool. Ouais. Et justement, ton enfance, comment elle se passe? Peu de gens peut-être le savent, t'étais plus un enfant sérieux. Est-ce que c'était simple avec les études, turbulent? Je t'ai connu, moi, pour tout dire, il y a quoi? Il y a maintenant quasiment 10 ans. Quasiment 10 ans. Ouais. Ah, c'est ça. Comment t'étais dans ton enfance? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux un peu nous raconter? Il était jeune. Il était jeune, c'est sûr. Il est toujours jeune, d'ailleurs. Je suis toujours jeune. J'ai toujours été quelqu'un de très calme. Ouais. De très calme, d'être même introverti, on va dire. Ok. De toujours dans mon coin. Mais je n'étais pas bon élève. Non, l'école et moi, ça faisait 3 voire 4. On va en reparler des études, tout ça. Il y a des petites choses qui vont arriver dans l'interview. Mais ouais. On va en parler. Donc, mes parents, le moyen de pression qu'ils avaient sur moi, c'était si je vais pas à l'école ou que je suis pas bon à l'école, je vais pas jouer au basket. Donc, j'ai fait le minimum, on va dire. Donc, mais sinon, j'ai toujours été un enfant assez calme, assez réservé même. Même encore à l'heure d'aujourd'hui, si je connais pas la personne, je vais pas trop parler. Donc, je vais plutôt observer et après, je vais parler. Donc, c'est une de mes facettes de personnalité, on va dire. Donc, non, franchement, à part l'école, moi, T'as eu une belle enfance, on peut estimer, parce que des ouais, fois, bon, t'as reçu une belle éducation, quoi. Parce que des ouais, fois, non, sur la région parisienne, c'est pas simple. Je pense que t'as eu des collègues, ça n'a pas été simple. Souvent, ouais. on dit que le sport, c'est un échappatoire. Non, mes parents, ils ont Ouais. tout fait. Ouais. J'ai jamais manqué de rien. Ok. Mes parents, ils ont toujours fait les choses bien comme il faut, avec leurs moyens. J'ai jamais manqué de rien. J'ai eu une bonne éducation, une belle éducation, une éducation avec le partage, le dépassement de soi, le plaisir, la confiance en soi. Si je suis si confiant aujourd'hui, c'est grâce à mon père, parce que mon père, avec la boxe, avec sa mentalité, parce que mon père n'est pas né en France. Ok. Il est né au Congo et après il arrive en France. Mais mon père, il a toujours eu une mentalité à peu près d'Américain, on va dire. C'est-à-dire, si tu veux faire quelque chose, tu peux le faire et personne ne peut te dire que tu ne peux pas faire. Et des fois, en France, ça peut pas paraître pour de l'arrogance, Ah ouais. mais pour moi, il faut toujours avoir confiance en soi, peu importe ce qu'on te dit. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je t'anticipe un peu ce dont on allait évoquer. Mais t'as un peu un style américain, si on peut dire comme ça, sur le parquet. Est-ce que tu le reconnais? Ouais, je le D'accord. reconnais, mais en fait, Ça vient de là, justement, peut-être? ça vient un peu de là aussi, ça vient aussi de toutes mes expériences, parce qu'à la base, dans les catégories jeunes, moi, je suis un scoreur. Je suis quelqu'un qui ne défend pas, J'ai lu des choses là-dessus, qui d'ailleurs. ne défend clairement pas. En championnat de France, dans les catégories cadets, je suis monté plusieurs fois à 40 points, au-dessus de 30 points quand j'étais à Paris. Donc, j'ai toujours aimé scorer. Et en fait, c'est au fur et à mesure. Quand j'ai commencé à m'entraîner avec les espoirs, avec Andrew Albici, j'ai commencé un peu à prendre goût à la défense, pardon. Il y avait aussi John Linehan qui est passé par Nancy. qui est passé par le SUC Nancy. Ouais. Et qui était au Paris Basket Racing, mais je crois qu'il revenait d'une blessure, donc il s'entraînait avec nous, avec les espoirs, et je m'entraînais avec lui. Donc il m'a montré des trucs. Et après, c'est surtout en allant aux États-Unis. Quand je suis parti aux États-Unis, c'est surtout là que je me suis mis à défendre aussi, parce que sinon, j'allais pas jouer. C'est peut-être une saison qui a décidé, qui a fait le choix de ta carrière, parce que je crois que tu te blesses durant cette saison au poignet. Et est-ce que ça fait quoi? Ça fait quasiment 15 ans plus tard.
peut-être ce regret de se dire, bah voilà, c'était ma destinée de se dire que j'allais jamais goûter le monde pro et peut-être qu'aujourd'hui, je dis des mots forts, mais t'en es conscient d'avoir, il y a eu un essai en Pro B à Nantes, à l'Hermine, t'as jamais joué une seule minute. Non, j'ai joué qu'en Coupe de France. Ouais. Ouais. Et en fait, finalement, c'est un petit destin et c'est ce qui a marqué ta carrière, finalement, et qui l'a faite. Non, mais c'est marrant que tu me poses ça parce que j'en reparlais avec Guillaume Qatar, qui est le coach d'Andrézieux. Andrézieux, ouais. On les a joués cette année, donc on en parlait. C'est lui qui m'a un peu récupéré et lancé dans le monde professionnel. Parce que j'étais tous les jours à l'entraînement. Je faisais certains déplacements, mais je ne jouais jamais. Donc, mais après, je me dis peut-être le seul regret, c'est peut-être que j'aurais dû continuer une deuxième année à l'Hermine de Nantes. Je pense que, comme on en parlait, je pense qu'il m'aurait lancé au bout d'un moment. Ouais. Mais moi, j'ai décidé de partir aux États-Unis. Et c'est vrai que quand je rentre des États-Unis, j'ai des opportunités pour jouer en NA. Charleville, je crois. Charleville-Mézières avec Cédric X, parce que je crois que c'est l'année où il redescendait de Pro B. Ouais. J'ai mon agent qui était Amadou Keita à l'époque qui me dit aussi il y a 2-3 clubs de Pro B qui sont intéressés. Et moi, une semaine avant de prendre l'avion, je me pète le poignet. Je fais une double fracture du poignet Ok, donc gauche. ça se passe vraiment juste avant, quoi. C'est le Ouais, destin. une semaine, c'est même pas en match. Si, c'est en match. C'est en match. C'est le dernier match avant que je prenne l'avion. C'est fou. Je retombe mal. Et l'anecdote de ce match-là, c'est qu'on est 2 joueurs à s'être pété le poignet de la même équipe ce match-là. Et ça remet tout en question parce que je rentre, il faut que je refasse une rééducation. J'ai le bras dans le plâtre. Le plâtre, je crois que je le garde 3 ou 4 mois. Tu ne rejoues pas jusqu'à décembre et finalement on se retrouve dans cette salle. Enfin, du coup, c'était à Sainte-Marie. Tes premiers entraînements. Éric Deschamps à l'époque. C'est ça. Éric Deschamps et voilà comment l'histoire elle débute. Finalement, Ouais, c'est à la base, 2012. je suis chez moi, je traîne. Franchement, je traîne. Je suis tous les jours dehors avec mes amis d'enfance. Ma mère, elle commence un peu à accabler parce qu'elle commence d'en avoir marre de me voir à la maison. Oui, parce que les études, tu les as arrêtées. Tu faisais pas d'études aux États-Unis, tu avais tout arrêté. Ouais, j'avais tout arrêté. Et j'ai mon ami Nour Chamassi qui signe à l'Union Sainte-Marie-Metz. Et que j'étais avec lui au centre de formation Paris Basket. Et c'est lui qui me dit, bah écoute, je vais parler au coach Éric Deschamps, si tu veux, tu viens faire la prépa avec nous au mois d'août. Ah, je dis pourquoi pas, de toute façon j'ai pas de club, j'ai rien à faire, j'y vais. Et tout le mois d'août ça se passe bien, même je commence à faire des matchs amicaux, des tournois avec eux. Et Éric il veut me signer dès mi-septembre, fin septembre si je dis pas de bêtises, il veut me signer. Et moi je ne voulais pas parce que j'attendais au moins la NA ou la Pro B. Et c'était forcément peut-être aussi moins d'argent. Parce que maintenant, tu gagnes, on va en parler de ces histoires d'argent, tu gagnes beaucoup plus. Peut-être tu auras peut-être nous donner enfin, pas forcément ton salaire, mais quelques chiffres. La proportion du club, comme vous voyez, mesdames et messieurs, ça a vraiment changé, quoi. C'est ça, on attend encore 1500 personnes. Comme tu disais, à Sainte-Marie, c'était quoi? C'était 200 personnes. On mettra les images, mais tu peux nous raconter tes débuts, justement. Donc finalement, tu me disais que tu t'attends. J'attends, ouais. Et finalement, ils sont. Moi, je suis toujours avec Amadou Keita à l'époque. Je lui dis c'est comment. Et il cherche, mais je pense qu'il cherchait pas plus que ça parce que je pense qu'il avait d'autres gens aussi à s'occuper. Et j'arrive au mois de décembre et j'ai toujours pas de club. Et le club, ils sont, si je dis pas de bêtises, à 2 victoires et 11 défaites, je pense. Ouais. Et c'est clairement la descente qui les attend. Et Eric, il me dit, bah écoute, là, tu es là maintenant, faut que tu joues. Moi, je parlais avec mon agent, je parlais avec mon père et je dis, maintenant, bah c'est bon, faut que je joue. Après, c'est vrai que aujourd'hui, la N2, c'est plus médiatisé, c'est plus développé, il y a plus de moyens. Et c'est vrai qu'avant, quelqu'un qui sort d'espoir, qui sort des États-Unis, bah tu veux pas forcément jouer en N2 parce que tu te dis tu vas te retrouver dans je sais pas quel mardi. Je connaissais même pas la ville de Metz pour te dire. Ouais. Donc non, je commence et franchement je commence et Eric il me fait commencer avec des grosses responsabilités. C'est pas je suis arrivé avec le statut du jeune où je suis connaissais ton potentiel et ce que tu avais fait par le passé, quoi. où je suis au bout du banc et je vais jouer 5-10 minutes par là. Non, je joue directement des 20-25 minutes et je me retrouve même à la fin de saison meneur titulaire. Donc c'est comme ça que mon début avec Metz commence. Okay. Tu parlais d'un ami d'enfance. Il va y avoir plusieurs séquences, forcément émotions. J'ai un peu travaillé. Et bon, vous verrez les vidéos dans quelques instants. Je vais te montrer quelques vidéos. On va commencer par celle-ci. Un ami d'enfance. Et il y a une petite anecdote. Est-ce que c'est la saison-là? Tu vas me dire si c'est cette saison-là où finalement tu vas réaliser ce match. Est-ce que c'est cette saison-là? Regarde, Enoch Afa qui t'envoie un message.
Ouais, mon frérot, comment tu vas? Écoute, on m'a demandé de sortir une petite anecdote. Et en repensant, je me dis, waouh, ça fait plus de 15 ans que toi et moi on se connaît. Je fais purée, c'est abusé. Donc il y en a des histoires à raconter, mais t'inquiète, j'ai pas choisi la pire aujourd'hui. Euh, je sais pas si tu te souviens, à l'époque, on était parti à l'extérieur et puis on était mené, à la fin du match, on était mené d'un point et il restait 6 secondes. Et à ce moment-là, le coach il prend un temps mort et genre en gros il met un système pour libérer soit Dragan ou soit Mamedji. Et il faut le dire que toi et moi à l'époque on était les plus jeunes de l'équipe. Et il nous met sur le terrain. Et quand il dit, ouais, Enoch, t'as la remise et Kevin, tu feras l'écran, nanana, à ce moment-là, toi et moi, on se regarde. Et on savait que c'était mort, on n'avait pas fait le système. Et donc, je suis à la remise. Toi, tu bazardes un écran, bam, je te fais la passe. Tu fais un step side sur le côté et tu mets la balle en switch. Et je me dis, waouh, purée, on en avait déjà des coronets à l'époque. En tout cas, ça a été un de nos paris gagnants. Et en tout cas, frérot, bravo à toi pour tout ce que tu as accompli pour la ville de Metz, pour ce club et pour l'héritage que tu laisses derrière toi. Mon frérot, on se voit pour les vacances. Allez, ciao. Voilà, donc comme vous le voyez, Enoch Afa, qui a été longtemps capitaine, on va en parler aussi, ça va nous permettre de faire une transition. Tu as été capitaine pendant quelques saisons à Metz. Enoch Afa qui a été capitaine après le départ d'anciens joueurs qui vont venir après aussi, qui auront aussi un petit message. C'est cette année-là, du coup, la première saison où il y a ce panier-là. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette action-là? Je me rappelle très bien cette action-là. Je crois que c'est notre 4e saison à Metz. Ok. On est avec Philippe Auré et Miguel. Philippe, il n'est pas là pour une maladie, je crois, et on a Sergi Pontoise qui jouait les premiers rôles pour monter. Et moi, j'ai toujours aimé prendre les derniers shoots. Que je rate ou que je marque, j'ai toujours aimé prendre ces derniers shoots parce que, comme on dit, c'est là qu'on voit les vrais joueurs et c'est là aussi qu'on te paye. Donc moi, j'ai jamais fui cette responsabilité. Et c'est vrai que on est à égalité. Miguel, il met un système. Et en fait, pendant le temps mort, j'écoute pas du tout le temps mort. Et je dis à Enoch, ouais, juste donne-moi la balle. Juste donne-moi la balle et je vais m'occuper du reste. Et comme faut savoir qu'Enoch et moi, on se connaît on a 34 ans, 33 ans, voire 34 aujourd'hui. On se connaît depuis qu'on a l'âge de 13 ans. Et Enoch, il me fait confiance. Il dit, vas-y, je te donne la balle. Et on arrive sur le terrain et je fais rien. De toute façon, j'avais rien écouté sur la tablette. Et je fais rien du tout ce qui était demandé. Juste, je sors. Et Mahmoud aussi, il me voit à côté de lui, donc il lâche la balle. Et après, bah voilà, je prends mes responsabilités, pardon, je marque et on gagne le match. Mais je me dis, j'aurais pas marqué, Miguel, il m'aurait tué. Tu parlais donc de cette première saison, toutes les saisons. Bon, moi, je suis vraiment très jeune et je commence à vous suivre à peu près en 2017, quand c'est plus vers la fin de l'Union. Il y a eu des maintiens arrachés. On va parler aussi de ces derbies, forcément, face à Jeff. Est-ce qu'il y a une saison sur l'ère Union Sainte-Marie qui t'a marqué? Ça serait laquelle? Si je devrais, je pense qu'il y en a deux. Il y a la toute première où même il y a Mathieu Robin, qui est maintenant à Lorient. Il y a Arthur Zuccolini, Okay. qui est décédé, paix à son âme. Okay. Et bon, on se maintient ici à la dernière journée contre la Charité. Et la deuxième, où je me dis, c'est celle avec Mamedji, Dragan. On se maintient à Longwy aussi à la dernière journée. Je pense que c'est ces deux saisons qui m'ont marqué avec l'Union. Ouais. Je parlais de Mathieu Robin, regarde. Salut mon Kev, c'est Mathieu, j'espère que tu vas bien. Je te fais ce petit message aujourd'hui car c'est une journée spéciale pour toi. C'est la fin de ton magnifique parcours à Metz qui a duré 13 ans. C'est un parcours qu'on a commencé ensemble, où tu es arrivé sur la pointe des pieds en prépa pour au final qu'on se retrouve cette année et qu'on soit tous les deux en N1. Bravo à toi, c'est très rare d'avoir des joueurs aussi fidèles et qui donnent autant à un même club. Ils ont eu vraiment beaucoup de chance de t'avoir. Donc encore une fois, bravo pour ces 13 années. Profite bien ce soir et j'espère qu'un bel hommage te sera rendu. Salut mon pote. Pardon. Salut mon Kev, c'est Mathieu. Ouais, Mathieu, je suis arrivé ici et ça a été mon ami fidèle. On est tout le temps ensemble parce que lui, il habitait à Joffre-Mécourt. Ouais. Et moi, déjà, je ne sais même pas comment le club, ils ont pu le faire habiter à Joffre-Mécourt, mais bon, ça, c'est autre chose. Et moi, j'habitais chez mon ami Nour à Sainte-Marie, donc on était souvent ensemble, on s'est supportés ensemble, on s'est entraidés ensemble. Et quand je vois sa carrière qu'il a fait aujourd'hui, c'est devenu un joueur référencé d'ENA, même en Pro B. Donc non, je suis fier de ce qu'il a fait, je suis content pour lui. Et je suis content d'avoir joué avec lui aussi. Ouais. Et tu l'as recroisé cette saison. Tu as joué contre lui le match aller à Lorient, bon, une petite défaite
Vous avez tenu à la mi-temps. Bon, ça a été une saison vraiment compliquée avec le Metz BC. Puis match retour, on t'a vu, il y aura peut-être quelques images, on t'a vu vraiment encore discuter avec lui. Il va bien et Lorient est maintenu, on peut se dire. Je pense que ça te fait plaisir. Ouais, ça me fait plaisir qu'il soit maintenu avec son club. En plus, de ce que je parlais avec lui, il est bien installé là-bas. Il a eu 2 magnifiques filles. Donc Mathieu, c'est un joueur que n'importe quel collectif aimerait l'avoir parce qu'il est toujours à 100% et il fait toujours la passe juste, il ne pense pas à ses stats. Mais par contre, quand tu regardes sa feuille de stats à la fin du match, tu vois qu'il a rempli toutes les cases. Donc non, je suis content pour lui. Bon, maintenant, tu nous as parlé un peu de tes saisons à Lyon. Il y a forcément dans la vie de chaque club, tu nous parlais du Paris Basket qui a été racheté, etc. Lyon-Sainte-Marie, voilà, une scission. Dans ce qu'on entend dans le basket local, en étant maintenant dans la presse, ça devait se faire. Et vous étiez au courant, les joueurs, que ça allait se faire, une scission. Et comment vous l'avez appris? On va dire que tu faisais partie des anciens à l'époque. Il y avait Mamedi, Dragan arrêté, je crois, c'était la saison juste avant. Il y avait Damien Jean-Joseph, Enoch encore qui était là, notamment, Mamadou Doucouré. Non, franchement, on l'a appris sur le tard. On l'a appris sur le tard que Sainte-Marie et Metz allaient séparer. Après, je pense que tôt ou tard, même si ce n'était pas avec nous, ça devait se faire. Parce que je pense que Sainte-Marie n'avait plus les infrastructures. Ouais. Et que même si tu voulais fidéliser un certain nombre de partenaires et avoir un gros club dans la région, il fallait qu'il soit délocalisé à Metz. Donc on l'a appris sur le tard parce qu'on ne savait pas que c'était Denis Robert et Lionel Gossel qui allaient venir et s'investir dans le club. Mais Sainte-Marie, c'est un club, on va dire, historique de la région. Et c'est bien, mais après, voilà, si tu veux un gros club pour jouer en N1 ou en Pro B, ou je dis une bêtise, peut-être en Pro A dans 5, 10, 15 ans, tu es obligé de le faire à Metz. Bon, en tout cas, l'arrivée de 2 amis au départ, bon, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Forcément, dans des clubs où tout est fragile, j'ai envie de dire au départ, il y a eu une vraie transition à Metz. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est un peu, j'étais en train de me dire, c'est un peu une page qui se tourne. Finalement, il en reste que un des anciens après ton départ. Je pense à Yossri Boiley qui avait aussi un message à te faire passer et que on va attendre. Je vais juste. C'est un peu long, mais Yossri avait un petit message à te faire passer. Tu nous raconteras. Peut-être mettre le son. Salut Kev. Bah écoute, ça a l'air d'être du sérieux, hein. Une vraie clap de fin avec l'équipe des Canonniers. Donc ça fait 13 saisons, ça correspond à peu près à la période à laquelle je suis arrivé dans la région. Donc j'ai pu partager pas mal de bons souvenirs avec toi en tant que joueur, mais également dans la relation entraîneur-joueur que j'ai pu avoir avec toi sur ces 2 dernières saisons. Je retiens essentiellement 3 choses. La première, c'est forcément la montée qu'on a vécue ensemble. Je sais que ça a été, alors c'est un objectif club d'une part, mais ça a été aussi un gros objectif de ta part depuis plusieurs saisons, de pouvoir vivre ça. Donc je suis content que tu aies pu vivre ça avec le club et de l'avoir partagé aussi avec toi. Une autre chose que je tenais aussi à souligner, parce que les gens ont pour habitude de te voir souvent sur les terrains de basket, mais voilà, tu es aussi une personne qui s'est beaucoup investie sur le club de Metz, notamment avec les jeunes, où tu as été présent sur plusieurs événements. Tu as aussi été présent en tant qu'entraîneur au niveau du club, mais même à côté du club, j'ai le souvenir de quelques étés que tu passais sur les playgrounds à Metz à entraîner les jeunes, de ta propre initiative, sur ton temps perso. Donc ça représente vraiment l'investissement que tu avais et cette passion que tu aimais transmettre. Et puis je vais terminer avec une dernière petite chose. Ça m'arrive souvent de regarder cet objet. Donc tu auras bien reconnu que c'est une coupe. Alors c'est pas une coupe qu'on a gagnée ensemble, même si on en a gagné. Ça c'est ma coupe. C'est celle que tu as tenté d'avoir, mais que tu n'as pas réussi à me battre sur des tournois 3 contre 3, notamment avec ton acolyte Enoch. Donc voilà, ça fait partie aussi des très bons souvenirs que je garde de toi sur des étés vraiment très 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 tendus, disputés,
qui m'a valu d'avoir une réputation de tricheur hein, de ta part, que tu diffuses un peu partout aux joueurs. Mais voilà. Donc écoute, Kevin, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, mais dans tous les cas, on reste en contact. Salut. Voilà, Yosri qui, effectivement, on anticipe un peu, qui a été ton entraîneur, qui a fait l'intérim. Voilà, il y a vraiment eu beaucoup de choses à Metz. Anthony Tomba suspendu, on va en reparler. Anthony Tomba, Yosri, qui est arrivé en même temps que toi, si j'ai bien compris, qui a été joueur hein, de Lyon, puis qui a joué en pré-national et puis quelques matchs avec la N3, puis a été rapidement investi dans le coaching, je crois. Il a gagné quelques titres en U17 région, champion Grand Est notamment, Ouais, je interrégion. crois, ouais. Finalement, quelle relation tu as eu avec Yosri là? Yusri, d'abord, je l'ai connu parce que quand je me suis engagé après avec le club, moi, je suis quelqu'un que j'aime jouer, j'aime surtout gagner. Donc, et j'étais jeune, donc je doublais les matchs en fait. J'allais jouer avec la prénat. J'allais jouer à la prénat parce que je voulais terroriser les gens, entre guillemets. Arrivé à l'époque, ça allait. Ouais, je mettais beaucoup, j'étais à chaque fois plus de 30 fois pratiquement. Donc, et c'est comme ça que j'ai commencé à connaître Yusri. Après, Yusri, il a intégré l'équipe première. Et c'est comme ça qu'on a commencé à avoir une relation. Et ensuite, on a eu, c'est vrai, comme il dit, on se croise. Comme moi, j'étais à Metz et je rentrais peu de fois sur Paris, ou comme Paris, c'est à côté, je faisais des allers-retours. Mais sinon, l'été, j'étais dans tous les terrains de Metz pour jouer contre n'importe qui. Juste pour montrer que c'était moi, que c'était moi le plus fort, quoi. Et j'ai fait beaucoup de 1 contre 1, de 3 contre 3 avec Yusri. Et vraiment, c'est un tricheur. C'est un tricheur. Et vraiment, c'est un tricheur. Mais ça, c'est la mentalité parisienne aussi, parce que Yusri, c'est un Parisien, voilà, donc il aime pas perdre. Et voilà, mais après, j'ai eu la relation entraîneur-joueur. Voilà, il y a eu des hauts et des bas, comme tout le monde. Mais Tu disais haut et des bas, je te permets de me couper, ça n'a pas été simple. non, ça n'a pas été simple avec lui parce que je pense quand il a repris à la place d'Anthony, je pense qu'il avait peut-être une autre vision pour moi et moi j'avais une autre vision de ce que je voulais faire sur le terrain. Donc ça a souvent rentré en conflit, en clash. Mais voilà, on s'est jamais manqué de respect, on s'est jamais insulté. Moi, j'étais pas d'accord avec ses choix et ses idées, comme ça peut arriver dans n'importe quelle entreprise ou dans n'importe quelle équipe. Et puis, on s'est quitté en bon terme. Après, voilà, comme il dit, il y a eu l'année d'après où il était assistant, où on a réussi à retrouver une bonne relation et on finit cette note sur une montée. Donc, avec Yusri, c'est que du plaisir. Ouais, c'est un bon souvenir. Parler des playgrounds, t'étais au Frescati Tour en tout cas. T'as joué ou pas? Non, je crois Non, pas. j'étais en vacances. Ouais, t'étais pas du tout. J'étais en vacances pendant Malheureusement, c'est un événement qui aura duré qu'un an. Un an. On n'en a pas encore parlé quand même. Donc on arrive dans ce nouveau projet. Donc Lionel Gossel et puis Denis Robert reprennent le club. Il y a Bruno Blin toujours sur la section amateur, mais qui, en fait, à l'époque, il y a deux statuts, en fait, deux entités. Et après, voilà, il va y avoir quelques changements, mais il y a ce nouveau complexe. À l'époque, c'était encore la base aérienne militaire avec voilà une certaine sécurité. Maintenant, on peut y accéder pas très loin de Metz, librement. Finalement, c'est un bel écrin qui commence à voir le jour. Il y a le terrain extérieur, puis il y en a un autre qui va être créé. Il y a aussi cette ancienne gymnase qui va être, on n'y est pas aujourd'hui, mais qui est votre centre d'entraînement depuis 5 ans, quoi. Moi, j'ai pas connu l'inauguration parce que j'étais parti. J'étais à Maubeuge. Ouais. J'ai connu Lionel et Denis ils s'investissent petit à petit sur la première année, mais moi c'est la fin de mon parcours, c'est-à-dire de mes 5 premières années, 5 ou 6 premières années avec Metz, avec Philippe Horry. Je pars contre ma volonté. C'est Philippe Horry, j'ai lu ça dans c'est Philippe qui estime que j'ai fait le tour et que je dois aller voir ailleurs. Je pense qu'il y a eu aussi autre chose parce que en fait, à la base, moi, je demande un contrat pro. Ce qui n'était pas le cas avant? Non, ce qui n'était pas le cas avant, c'est qu'avant, j'avais quand je suis arrivé, j'avais un contrat civique. Et j'étais surveillant à côté. Et après, au fur et à mesure, j'avais des indemnités du club, mais j'avais toujours un job à côté. J'étais pas, ce que je peux comprendre, parce que beaucoup d'équipes en National 2 sont semi-pro
ou voire amateur. Donc la plupart, soit ils s'entraînent 3 fois par C'était le semaine. cas de Metz à l'époque, hein. On avait C'était un le cas. budget d'à peine 100 000 euros C'est ça, peut-être. c'était le cas de Maintenant, c'est une Metz. autre Et dimension. moi, au bout de 5-6 ans, j'estime que je fais des bonnes saisons. À chaque fois, je suis dans les trois meilleurs Tu deviens marqueurs. aussi un joueur expérimenté du Ouais, groupe, hein, voilà, comme je disais, Mamedi Diawara qui était sur la fin, Damien qui arrête l'année de juste après. Dragan qui est sur la fin aussi. Ouais. Je deviens un joueur important. Et en fait, c'est mon ami qui est devenu comme un frère aujourd'hui, Cyril Dacour, quand il arrive dans le club. Et avec toute son expérience, et à force de le côtoyer, et qui m'a vraiment donné des bons conseils, je me dis, bah ouais, moi aussi, je mérite un contrat pro maintenant. Ouais. Et je vais voir la direction et ça part au clash. Donc je pars contre ma volonté. Et sur cette période-là, je leur en veux beaucoup. Clairement, je leur en veux beaucoup parce que pour moi, Metz c'était ma maison et même pendant mes 3 premières années, j'ai beaucoup d'offres, hein. Parce que comme je fais des bonnes saisons, chaque été, mon agent me dit j'ai des offres. Des fois, j'ai des offres de 2-3 clubs de National 1, mais j'ai beaucoup d'offres de National 2 avec des revenus supérieurs. Et je décide de rester à Metz. Il y a juste ma 3e année que je sais que je veux partir, mais je me casse le ménisque, je crois, la rotule plutôt au mois de février-mars à l'échauffement. Donc je décide de rester. Et voilà, je vais jusqu'au bout de mes 5 années. Et après, voilà, quand on me dit qu'il faut partir, je l'ai mal pris, mais franchement, ça a été un mal pour un bien parce que je pense que j'ai vécu quelque chose de vraiment bien là-bas à Maubeuge, avec des personnes qui m'appréciaient vraiment et qui, en fait, qui me voyaient plus comme l'enfant du club, comme un enfant du club, comme vraiment un joueur expérimenté. Que ce soit Emmanuel Infray ou les frères Lady, Soufiane et Mouad, ils m'ont fait venir au club et ils m'ont donné à un poste de jeu, en plus à un poste de meneur, ils m'ont donné carte blanche, beaucoup de responsabilités. Et je pense sincèrement que s'il n'y avait pas eu le Covid, je ne serais pas revenu à Metz. C'est fou là ce que tu es en train de nous dire. Bon, tu as parlé de Cyril Dacour, ça continue la séquence émotion, il avait un petit message. Petite vidéo pour mon petit frère Kevin Kali, Cyril Dacour, dit le DAC, ancien basketteur dans les niveaux nationaux. Alors, une petite histoire, non, peut-être une petite fierté, une histoire du parcours, dans le sens où Kevin, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute des gens qu'il apprécie et qu'il respecte. Et c'est vrai que je lui avais dit que dans le milieu du basket, ça va très vite, il faut penser à l'après, on est que des pions, malheureusement, on ne va pas rentrer dans l'historique de tout ce qui peut se passer à ces niveaux-là. Et Kevin, du coup, a repris ses études, a repris des formations, a commencé à préparer l'après-basket, ce qui est une étape importante parce que la vie, elle continue. Et ça, je veux dire qu'il m'avait rendu fier. Les conseils, il les a écoutés et il les a appliqués. Et je pense que maintenant, il en est particulièrement heureux. Donc maintenant, profite bien de ton dernier mois. Profite bien, j'espère que tu vas avoir un jubilé à Metz. MBC maintenant, je veux dire seulement les canonniers. Et que la fête sera en rendez-vous et que tout le monde te rendra un bel hommage pour tout ce que tu as accompli là-bas. Allez, bisous. Il y a de belles choses dont il parle, comme je t'allais dire, les études. On va en reparler. Bon, pardon. Quelques petits mots. Cyril Dacour, c'est un grand ami d'après ce que j'entends. C'est un grand ami aujourd'hui. Ouais, c'est même devenu un frère aujourd'hui. Okay. Avant qu'il arrive, Cyril, moi je suis quelqu'un, comme je te dis, je suis quelqu'un de très réservé, de très introverti, mais extra basket, je suis quelqu'un qui foutait le bordel. Clairement, je foutais le bordel. Et rien que pour ça, je vais mettre une parenthèse, rien que pour ça, je remercie Bruno Blin. Bruno Blin, ouais. Parce que pendant les 5 premières années, sur le terrain, tout va bien, hein, mais sur la vie à côté, je fais n'importe quoi. Et et il avait toutes les raisons du monde pour me virer du club. Mais vraiment, je rentrerai pas dans les détails parce que j'avais fait beaucoup de conneries. Mais il avait vraiment toutes les raisons pour me virer du club. Et il m'a jamais viré. Il m'a toujours accordé une confiance. Et je le remercie. Mais c'est vrai que quand Cyril est arrivé, il m'a beaucoup parlé de l'après-basket, de comment préparer l'après-basket. Parce que comme je dis maintenant, comme j'ai dit au Républicain Lorrain, on joue pas à des niveaux où on gagne bien notre vie. Même en Pro B, hein. Voilà. On gagne bien notre vie, on gagne plus que le SMIC pour certains. Mais on ne joue pas à des niveaux où on peut être à l'aise financièrement et être à la retraite très vite. Et moi, je suis toujours parti du principe que je ne veux pas travailler jusqu'à mes 60 ans. Je ne veux pas attendre de faire un boulot lambda et attendre jusqu'à mes 60 ans ma retraite. Après, respect pour les personnes qui le font. Moi, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je préfère plus être un entrepreneur,
avoir mes entreprises, voilà, mes business et voilà, et avoir une certaine liberté financière. Et c'est pour ça que je prends cette décision aujourd'hui d'arrêter avec le haut niveau. Parce que si j'écoute juste mon cœur, je continue à jouer, hein, clairement. Ouais. Physiquement, je suis très bien, je m'entretiens très, très bien. Je me suis construit une équipe, un staff personnel autour de moi où Sophie, qui est Sophie, la préparatrice physique, Sophie, tu t'entretiens aussi avec ouais, elle. Et le avec week-end, pardon, j'allais dire, l'été, il y a Dejan Pavlovic. Bon, ouais, il te souhaite aussi beaucoup c'est un grand ami. ouais, c'est un grand Voilà, ami. il voulait pas forcément faire la vidéo, mais bon, il Ouais, souhaite beaucoup Il y a Sophie avec qui j'ai beaucoup bossé les étés. Il y a Dejan qui m'a beaucoup Ouais. fait bosser le basket sur des aspects individuels les étés. J'ai aussi Inès Fontana-Rossa, si je dis pas de bêtises, pas j'écorche son nom avant qu'elle me vienne de tirer les oreilles. C'est une kiné qui est à Kinéos Ok. et que je bosse, ça fait 2-3 ans que je bosse beaucoup avec elle tous les étés sur le renforcement de mes membres inférieurs. Donc voilà, si j'écoute mon cœur, je continue à jouer. Franchement, je continue à jouer en N1 jusqu'à peut-être jusqu'à mon corps me lâche. Mais après, si j'écoute la raison, je me dis bah voilà, Kevin, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et faut que je l'ai déjà commencé à préparer, mais voilà, il faut que Tu te laisses plus de temps. plus de temps et Ouais. que j'y rentre le plus rapidement possible. Donc c'est pour ça que je prends aujourd'hui la décision d'arrêter avec le haut niveau. Parce que en N1, tu t'entraînes tous les jours. Là, on s'entraînait tous les matins. Tu joues 2 fois par semaine Ouais. dans les 4 coins de la France. Je me dis que même si on redescend en N2, parce que c'est le cas sportivement, mais peut-être on va être repêché, Metz, ce qui est normal, Je vais monter. va vouloir remonter tout de suite. Donc tu vas encore t'entraîner tous les jours et ça te laisse pas le temps de faire autre chose à côté. Donc je préfère descendre de niveau, c'est-à-dire aller jouer en prénat ou en national 3 parce que je sais que je ne peux pas arrêter le basket comme ça d'un coup, mais au moins de me laisser la flexibilité de commencer et de préparer mon après. Tu parlais d'auto-entrepreneur. Vraiment, j'ai reçu pas mal de vidéos. Malheureusement, il aurait pu y avoir plus de monde, mais je pense que tu seras déjà bien content. Gary Florimonc, avec qui tu as joué, je crois, et avec qui tu as fait les playoffs. Salut Kevin, écoute, une petite vidéo pour te dire déjà que, écoute, j'ai été fier moi d'évoluer avec toi à Metz. T'étais un coéquipier et t'es devenu un petit frère, un ami proche. Voilà, écoute, félicitations hein, pour ces 13 années au Canonnier, mais surtout pour toute ta carrière, ta longévité, puis surtout ton état d'esprit où voilà, je t'ai vu travailler très dur pour pouvoir gravir les échelons et puis atteindre tes objectifs, que ce soit collectif ou individuel. Moi, je garde de toi quelqu'un qui a toujours eu le sourire, quelqu'un avec un no-fit game incroyable, peut-être dans mon top 3 en fait, des mecs les plus beaux et les plus stylés du basket français. Donc j'ai hâte de voir ce que ta seconde vie te réserve, mais j'ai aucun doute qu'elle sera aussi réussie, riche et passionnante en fait que ta carrière de sportif. Donc voilà, écoute, j'aurai un plaisir de fêter ça avec toi et puis tu connais. Ah, sacré Gary. Ouais. Non, Gary, c'est comme Cyril, c'est comme Pietrus. Les trois là, je pourrais rajouter Mamedi aussi. Les quatre là, c'est devenu vraiment des grands frères pour moi. Moi, j'ai pas de grand frère, je suis je suis l'aîné d'une famille. J'ai trois frères et sœurs derrière moi. Ça se passe bien, parce qu'on en a parlé d'aspect famille sportive, eux aussi ils font du sport. Mon premier petit frère a longtemps joué au basket. Ok. Maintenant, il a arrêté, il est dans le travail, dans la vie de tous les jours comme tout le monde. Ma sœur a fait des études d'avocat. Mais par contre, mon dernier petit frère, il est dans le sport. Mais c'est pas le sport ballon, il est dans le sport automobile. Ok. Donc voilà, là, il est au dernier niveau de karting, au KZ. Et j'espère pour lui que il fait les choses en tout cas, mais qu'il va vite rentrer en Formule 3 pour atteindre son rêve qui est un objectif d'être en Formule 1. Donc voilà, mais après voilà, Gary, c'est quelqu'un que quand je l'ai rencontré, bon, il fait un peu peur, c'est vrai. C'est quand tu le connais pas, il est toujours là, la tête énervée, mais franchement, c'est quelqu'un que j'ai adoré, quelqu'un que je vois souvent encore aujourd'hui. Gary, c'est quelqu'un qui avait déjà pensé à son après-basket avant même de jouer au basket, je pense. Donc, il m'a donné plein de conseils là-dessus. Je l'ai vu Tu bosser. suis son chemin, parce que je Ouais. crois qu'il est dans l'entrepreneuriat Ouais, au c'est ça. Luxembourg. Ouais. Je l'ai
Euh, je suis son parcours, il a fait beaucoup de trucs en dehors du basket. Et c'est surtout lui qui me disait aussi, hey, prépare l'après-basket. Surtout, soit parce que tu arrêtes le jour où tu décides d'arrêter, ou soit parce qu'une blessure peut t'arrêter. Ouais. Et si tu ne prépares pas ça, tu te retrouves un peu comme un imbécile. Donc il y a lui, il y a Flo Pietrus avec qui je suis très On très n'aura souvent. pas de vidéo, mais bon, je pense que tu vas assez souvent. Je le vois très souvent, avec qui je suis très souvent aujourd'hui, qui m'a donné pas mal de conseils que je considère comme un grand frère. Et Mamedi Diawara, voilà, c'est vraiment les 4 personnes à Metz, Cyril Dacour, Gary, Flo et Mamedi, qu'aujourd'hui, ils étaient à mon mariage. Donc, c'est vraiment des personnes que j'aime profondément, mais comme des amis et que je considère comme des frères, quoi. Finalement, je fais une petite pause. Tu as fait ta vie à Metz. Est-ce qu'on te considère aujourd'hui comme un Messin? Je t'ai vu plusieurs fois dans tes stories et tes réseaux sociaux, tu es allé voir plusieurs fois le FC Metz. Moi, Ouais. on va faire une petite pause basket. Est-ce qu'ils vont monter en Ligue 2 là? En Ligue 1, pardon. J'espère. Ouais. C'est bien pour la ville de Metz. Ce serait dommage qu'ils restent en Ligue 2 avec le parcours qu'ils ont fait. Et pour moi, tous les clubs à Metz devraient être au plus haut niveau. Donc j'espère vraiment qu'ils vont monter en Ligue 1. En plus, j'habite à 5 minutes du stade, donc ça me permettra d'aller voir des beaux matchs. Donc. Bon, il y a cette nouvelle dimension. Parle-nous un peu de cette montée finalement, cette saison qui a été éprouvante. Vous faites déjà les playoffs face à Toulon. Tu n'utilises pas si mal. Tu joues contre voilà, des joueurs qui sont aujourd'hui en N2, en N1, en progrès. Voilà, c'est pas si loin, la salle qui était remplie. Il y avait tout le monde qui était en blanc, c'était quelque chose de nouveau. Ouais, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Je pense que c'était quelque chose de nouveau aussi pour le club, qui était habitué à jouer les bas de tableau. Là, tu te retrouves à jouer le haut de tableau, en plus avec une équipe surmenditionnée, parce que quand tu recrutes Florent Pietrus, Gary Florémont, Leo Cacono, c'est clairement tu veux jouer la montée. C'est pas pour jouer la 4e ou 5e place ou jouer le maintien. Donc on était attendu dans toutes les salles. On commence très mal. Je me rappelle de cette saison, on commence très mal. On commence, je crois, avec une victoire et 4 défaites. Avec notre ami Vincent voilà, on inclut tout le monde, on va en parler de Vincent, on va en parler. Qui nous suivait. Et on a dû se dire des vérités, des choses qui blessent, mais c'est resté dans le vestiaire. Stéphane Frenzel à l'époque. C'est Stéphane Frenzel, le coach. On a dû se dire des trucs. En fait, il fallait aussi que tout le monde trouve sa place. Parce que, hormis ces 3-là, on a des joueurs qu'ils auraient pu être titulaires et avoir tous les ballons dans n'importe quelle équipe en National 2. Il y a moi, il y a Enoch Afa, Alexandre Karolak, Etienne Horry, Idriss Makongo, Austin Kaloun qui sort de saison de National 1, qui c'est un monstre. C'est un monstre physiquement et athlétiquement. Donc voilà, en fait, on est 10 joueurs. Bon, en fait, on est 10 joueurs qui peuvent jouer 40 minutes. Donc il a fallu aussi ranger les égos de côté, trouver une hiérarchie, trouver de la place. Et c'est pour ça qu'on enchaîne 12 ou 13 victoires de suite. Après, voilà, on arrive en play-off. Je pense qu'on arrive aussi un peu cramé avec pas mal de blessés sur la fin de saison. Et clairement, Toulon, ils étaient plus forts que nous cette année. Et encore, je dis plus forts que nous, mais on a plus 20. Ils finissent champion de France. Ils finissent champion de France. On a plus 20 au début du 4e quart-temps. Quand je regarde le match, des fois, de temps en temps, ou que je reparle avec Alexandre Karolak dans le vestiaire, je me dis, mais comment on a fait pour perdre ce match? Et on l'a perdu. Et après, on est parti là-bas. C'était compliqué. On était déconnecté. Aussi, ouais. Clairement, on était en vacances. Hein. Après, c'est aussi un club qui connaissait le haut niveau, qui avait un entraîneur expérimenté, Laurent Serra. Ouais. Je pense que pour Stéphane aussi, même s'il était assistant en Pro B, je pense que c'est pas la même chose entre être assistant et coach principal. Donc, je pense que lui aussi, il est en train de découvrir des choses. Et puis voilà, de toute façon, je pense qu'il a fallu passer par là pour pouvoir monter par la suite. Bon, finalement, l'année d'après, vous faites un super parcours en coupe. Gravenchon, je crois que tu avais donné une interview au Républicain Lorrain aussi à l'époque. Finalement, Gravenchon, vous les battez en 8e. Et finalement, après, ils font 2 finales de suite. C'est ça. Vous perdez en quart contre Beaujolais. Ouais. On est raclé. Il y avait Makongo. Il y avait Idriss là-bas. Il y avait Idriss. Idriss, il a un petit message. J'ai pas vu il a été comme dans son côté à l'heure, mais il l'a envoyé ça dans les derniers instants. Regarde, je vais essayer d'écouter Idriss. Yo, Kevin Kali, ça y est, c'est la fin de carrière. C'est la fin. Tu deviens trop vieux pour cette bêtise-là, donc je pense que c'est le bon moment d'arrêter. Parce que là, ton corps, il tient plus, là. En tout cas, Kevin, sache que c'était un plaisir pour moi de passer ces 2 belles saisons que j'ai passées au Canonnier avec toi. Parce que on a passé des très bons moments, que ce soit sur et en dehors du terrain. Et d'ailleurs, durant ces 2 saisons où je t'ai côtoyé au quotidien, on va dire, je me suis rendu compte que tu étais un gros tricheur
et aussi un très mauvais perdant. Donc voilà. En tout cas, j'espère que tu es fier de ton parcours, de tout ce que tu as accompli durant ta carrière. Et en ces 13 années aussi au Canonnier, parce que les Canonniers ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui sans Kevin Kalu. C'est une certitude. Et j'espère que tu es fier de tout ça. En tout cas, sache que j'attends toujours mon maillot, dédicacé bien sûr. Comme ça, je pourrais dire à mes enfants que j'ai un jour joué avec Kevin Kalu. De toute façon, on reste branché, on se tient au jeu. Et Il y a beaucoup de choses et finalement, tous tes amis, toutes ces personnes qui sont proches disent des choses différentes. C'est ça qui est beau et qui te fait aussi ta valeur. Ouais. Faut que tu arrêtes parce qu'avec toutes ces vidéos, tu vas commencer à me Il faire en pleurer. reste, non, Tu mais vas c'est commencer à me genre, faire pleurer. Sinon. Non, Idriss, je peux même la rajouter. C'est comme un frère aussi. Maintenant, on a passé des bons moments ici, comme il dit, que ce soit le basket, extra-basket, en dehors. On est dans la même agence. On s'est toujours entraidés. Les Congolais comme moi aussi. Donc, non, c'est quelque chose de... J'espère avoir marqué tous les coéquipiers avec lesquels j'ai pu jouer et c'est quelque chose qui me rend fier quand quelqu'un dit des mots positifs de moi en tant que joueur. Après, c'est vrai que sur le côté tricheur, c'est vrai que je suis assez mauvais perdant. J'aime pas, je déteste perdre, ça c'est quelque chose. Mais pour te dire, voilà, cette année pour moi, je pense qu'on arrive en playoff. Je pense que si on avait réussi à doubler Récy sur la fin de saison, je pense qu'on serait monté parce que je pense qu'on aurait battu Feur. Mais là, Toulon, tu reviens sur l'année d'avant. ouais, Hein, je pense que France. je pense que Toulon, ils étaient clairement dessus. Après, sur l'année d'après, bah, la Coupe de France, Vous laissez des plumes, quoi. ouais, on lui laisse des plumes parce que Même si vous récupérez un point bonus. récupérer des points bonus parce qu'on n'est pas très bien en championnat, mais on fait une deuxième partie de saison qui nous permet d'espérer jouer les playoffs. Et puis il y a ce dernier match, revenir à Tremblay. Ouais. Ouais, ce dernier match à Tremblay où on n'est pas parti l'esprit en disant qu'on était en playoff, mais c'était dur. On a mené, ils sont passés devant, on est repassé devant, et finalement on le perd dans les dernières minutes. C'est vrai que ça a été un coup qui a fait mal à la tête un peu parce que on se voyait vraiment en playoff, surtout avec l'année d'avant qu'on avait fait, avec le parcours en Coupe de France qu'on avait fait, même si on s'est fait gifler par Beaujolais dès les quarts de finale. Finisse finaliste face Là, il finit finaliste à Bercy. Ouais. On fait une première mi-temps, je crois, une des premières mi-temps les plus catastrophiques que j'ai fait depuis que je suis à Metz. Et voilà, mais ce dernier match, c'est vrai qu'il nous fait mal à la tête et aussi il y avait pas mal de tensions dans le groupe aussi, Okay. dans le groupe Okay. et autour du groupe, c'est-à-dire avec les dirigeants, avec la suspension d'Anthony Tomba. On va en parler. Donc voilà, j'ai pensé à arrêter après cette saison. Ok. Ouais. J'ai clairement pensé, parce qu'en plus j'étais capitaine. C'est ça. C'est vraiment, il y a eu des belles saisons, il y a forcément eu des mauvaises saisons. Bon, même si tu es encore sous contrat, il y a forcément des choses que tu voudras pas forcément parler, mais on va pas non plus partir de cette interview sans avoir relevé quand même quelques petits problèmes. Hein. On peut en parler. On peut en parler, pas de problème. Je me souviens à l'époque, voilà, il y a une déclaration, tu dis quelques mots dans la presse, je crois que c'est au confrère de Let's Gomez. Ça leur vaut maintenant qu'ils ne couvrent plus du tout l'équipe, hein, ils ont fait le choix de se retirer. Et voilà, des problèmes là-dessus. Forcément, en tant que capitaine, il y a des choses des problèmes du groupe, forcément. Tu as peut-être aussi cette qualité de rester pas timide, mais introverti, mais il y a quand voilà, tu es salarié du club, il y a des choses qu'il faut dire à la presse, des choses qu'il ne faut pas dire. Tu estimes encore aujourd'hui avoir dit les bonnes choses? Oui, après, quand tu es capitaine, déjà, tu as des responsabilités. L'entraîneur te nomme capitaine, c'est-à-dire qu'il te fait confiance. Tu es le lien entre lui et le vestiaire. Tu es le lien aussi entre les dirigeants et le vestiaire. Après, voilà, ce que les joueurs me disent, ça reste entre nous. Mais si je dois aller le dire aux dirigeants, je dois le dire. Après, à la presse, voilà, ce qui est dans le vestiaire doit rester dans le vestiaire. C'était des phrases, tu as relevé, il me semble que c'était un peu compliqué en interne. C'est juste voilà. ça que tu avais dit. Ce qui doit rester, ce qui se dit entre joueurs dans le vestiaire, ça j'ai toujours dit, ça doit rester dans le vestiaire. Mais après, les problèmes qui sont autour du club ou qui sont autour de l'équipe, et que tout le monde peut voir, et que tout le monde peut voir ou peut entendre par des rumeurs, en tant que capitaine, au bout d'un moment, c'est à toi de prendre tes responsabilités et de dire à la presse, bah oui, il y a ça, et ça qui ne va pas, et d'aller voir les dirigeants, bah oui, on n'est pas d'accord avec ça, et ça, et voilà, cette année-là, on fait grève,
Clairement, moi, je suis capitaine. Je dis, Je crois qu'il y a un match, justement, tu parlais de la coupe. Vous jouez pour mettre le contexte en 8e. Je crois qu'en plus, il était là, c'était à l'Arsenal, justement. Vous faites grève toute la semaine. Je Ouais. crois qu'il y a juste Gary, peut-être, qui s'entraîne. Bon, tu me contrediras non, peut-être. Gary, il s'entraîne pas. Non, il s'entraîne pas, voilà, il s'entraîne pas. Bon, il y a 0 joueur qui s'entraîne et vous arrivez à gagner contre la belle équipe de Tourcoing. C'est ça. Mais finalement, ça fait votre valeur de ce groupe qui s'est battu et qui se bat encore, même si aujourd'hui, voilà, il semble encore, ça a l'air d'être un peu mieux avec la Ouais. Après, moi, je pars du principe d'un moment, comme n'importe qui, comme n'importe quel salarié dans une entreprise, tu peux avoir des problèmes, mais il faut de la communication. S'il n'y a pas de communication, ça fout le bazar. Et après, il y a aussi, on est salarié, mais si t'es pas payé, comment tu manges? Comment tu manges? Bon, Comment ça, beaucoup de gens devaient le savoir, mais tu le dis aujourd'hui face caméra, c'est peut-être l'une des premières fois. C'est fort, et tu peux le dire, Ouais. il y a encore cette saison où vous avez. Non, cette saison, voilà, il y a eu des petits Bon, après, retards. ça arrive dans beaucoup de Il y a clubs, eu- mais oui, ça arrive dans beaucoup de clubs. Il y a eu voilà, cette saison, il y a eu des petits retards. Voilà, mais c'est rien de grave. Mais l'année, je te parle, non, des fois, on n'a pas été payé pendant 2 mois, 2 mois et demi. Et au bout d'un moment, tu ne peux plus. Tu peux ne pas être payé. Vas-y, et encore, je suis gentil, tu peux ne pas être payé pendant un c'est mois. l'autre du travail, vous êtes sportif. Voilà, Tu peux un peu nous parler, vous avez, il y a des agences, il y a des joueurs qui sont pas sous agence, mais comment ça se passe là-dessus? Vous avez des contrats de travail, c'est ça peut comme dénoncer, tout le ouais. monde. Tu as, un contrat de travail, tu touches ton salaire à telle date que c'est marqué dans ton contrat. Et puis avec ça, une fois que tu as fini ta saison et si par exemple tu décides d'aller dans un autre club, bah, tu peux toucher le chômage avec ça ou tu peux cotiser Ok. pour ta retraite. C'est comme dans n'importe quelle entreprise. Donc à partir du moment où tu n'es plus payé pendant X mois, moi je vois pas l'intérêt de m'entraîner, clairement. Euh, et c'est ça que j'ai dit à la presse. Et c'est ça que j'ai dit aux dirigeants. Et je pense que ça ne leur a pas plu cette année-là. J'ai aucun problème. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais si j'avais décidé de jouer gratuitement ou bénévolement, je vais jouer en R2 ou en R3. Jouer avec mes amis. Je travaille à côté. Je m'entraîne quand je peux m'entraîner. Et puis voilà. À partir du moment où tu me demandes de m'entraîner tous les jours, de faire les déplacements, Faire des efforts, faire des te efforts, blesser potentiellement. te Après, il faut blesser se soigner. potentiellement, te faire des déplacements de n'importe où dans la France, tu peux accepter des retards de salaire. Mais comme je dis, tout vient avec la communication. Si tu communiques pas, bah, au bout d'un moment, ça fout le bazar et que ça pète. Et encore, je suis vraiment gentil parce que c'est là où je dis, on était vraiment un groupe de Soudés, gentils ouais. garçons et soudés. Parce que dans plein d'autres équipes, ben, les gens, seraient déjà partis. Ils seraient déjà partis dans d'autres clubs et ils auraient déjà dit ça dans tous les journaux sportifs qui existent. Ouais, à Metz, il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est pas possible, moi je joue plus. Et encore, moi, cette année-là, on réfléchit même de ne pas jouer un match, hein. Mais Le match après, contre Tourcoing, en fait, tu vois, Tourcoing et aussi d'autres. Mais après, on se dit que les spectateurs et les enfants qui viennent nous voir, ils y sont pour rien. peu de gens peut-être le Voilà. savent encore aujourd'hui, voilà, vous l'apprenez. Bon, il y a eu quand même d'autres belles histoires quand même avec ce club, parce que Oui, voilà, on parlait tout à l'heure de tout ce qui est salaire. Nous, on va se lancer un peu dans une enquête et je l'annonce aujourd'hui sur les salaires de N1. Ça se fait pas trop. Ton salaire, il a doublé de ton arrivée jusqu'à maintenant. de mon arrivée au club. De ton arrivée en 2012, j'imagine, jusqu'à maintenant. Ah oui, mon salaire il est plus haut, il est plus haut maintenant. Avant, j'étais obligé de compléter avec un autre job. Ouais. Aujourd'hui, j'ai Il pas. a triplé même, ouais. Ouais. Si. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de travailler. Mais dans mes aspirations à moi pour l'avenir et de ce que je veux faire, moi, je suis quelqu'un que j'aime bien voyager. Je suis quelqu'un qui aime avoir une certaine liberté financière et aussi, voilà, faire autre chose. Tu ne peux pas le faire avec le basket en national, à part si tu joues vraiment dans un top club et qui te paye plus de 10 000 euros par mois. Et je crois que c'est pas le cas Un en ou deux national. joueurs qui sont Peut-être comme ça en voilà, France. peut-être un ou deux joueurs, mais c'est pas le cas. Et même maintenant, tu es en Pro B ou en Pro A, si tu n'es pas dans les top clubs ou trucs comme ça, voilà, tu gagnes bien ta vie, mais tu n'es pas en Euroleague, en NBA. À partir du moment où tu joues à Monaco, tu joues à Paris Basket, ou tu joues à Lasvel, tu fais 15 ans là-bas, ou tu joues en Euroleague ou en NBA, tu peux ne pas. Si c'était le cas, je joue jusqu'à 40 ans. Parce que je n'ai pas besoin de penser à l'après. Et je sais après mes 40 ans, j'aurai une certaine liberté financière. Bah, voilà. Le bon exemple, c'est quand aujourd'hui, je suis souvent avec Flo. Flo, c'est comme un grand frère, donc je suis souvent avec lui. Il m'emmène à droite. On fait des trucs, il m'emmène à droite. Il m'invite à des occasions, à droite, à gauche. Donc je le vois. Il m'explique un peu sa carrière, ce qu'il a fait et tout. Mais voilà, lui, il a joué dans des gros clubs. Il a eu une belle carrière. Il est Donc vice-champion d'Europe. aujourd'hui, il peut ne pas se permettre de travailler. Mais d'autres qui n'ont pas eu sa carrière, tout comme ça, tu es
obligé de faire autre chose à côté. Bon, en tout cas, tu nous parlais de la N2, que maintenant elle était plus comme avant. Il y a un peu plus d'argent, même si ces derniers temps, avec la crise Covid, c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses dont tu as dit. J'aimerais juste y revenir là-dessus. Tu as dit, bon, il y a Idriss qui dit, tu as formé vraiment, si je reprends ces mots, si tu n'avais pas été là, les Canadiens ne seraient pas comme ça. Tu as été vraiment une des figures. Et finalement, tu fais le choix de revenir avec le Covid. Donc, c'est beaucoup de circonstances qui font que, en fait, finalement, tu as été lié à Metz. Je crois que toi aussi, tu dis que t'es marié aujourd'hui avec ta femme qui travaille dans la région, c'est ça? On a travaillé au Luxembourg. Luxembourg, ouais. Luxembourg. Donc, ça a fait beaucoup de conjectures. Mais Finalement, ouais. à la base, je ne veux pas revenir. Ouais. Franchement, je ne veux pas revenir là-bas. Il y a le Covid. Je dois libérer mon appart. On va chez mes beaux-parents. Donc, tu libères ton appart à Maubeuge, c'est ça? Ouais, j'habitais Valenciennes. Valenciennes, ouais, juste à côté. Voilà, juste à côté. Et je dois libérer l'appart et on revient dans la région chez mes beaux-parents. Et il faut que je trouve un club. Donc pour l'instant, je m'entraîne avec Metz. Et je ne veux pas revenir parce que ça s'est tellement mal passé. J'ai tellement une rancœur en fait. C'est Ok. pas mal passé, c'est que j'ai tellement une rancœur envers. Avant qu'il se passe ces problèmes de salaire, bon, ça avait déjà un peu Ouais, commencé, non, mais c'était le coup à Philippe Horry qui reste quand même humainement quelqu'un de bien. Non, Philippe, hormis cet aparté-là, avec Philippe, je peux que le remercier aujourd'hui parce que, de un, avant ça, si je suis aussi adroit aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il a coaché les jeunes, les équipes de France, c'est quand même un grand monsieur du basket. Ouais, mais c'est clairement grâce à lui. Parce que, ok, j'avais un shoot, je pouvais tirer à 3 points, à 2 points, mais mon shoot, Mécanique de tir, c'est mécanique beaucoup de choses. dégueulasse, on va dire. Elle était dégueulasse. Et j'ai passé des heures ici, pendant 3 ans, mais tout seul, hein, avec Philippe, hein, à shooter, à reprendre mon tir de tous mes gestes de la base, mon positionnement, mon coude, mes appuis. Des fois, je devais courir après 4 chaises pour aller mettre un tir. Ouais. Sinon, des fois, on restait pendant 30 minutes juste là, à 2 mètres du panier, Ouais. à répéter. Et franchement, le travail, il a porté ses fruits parce qu'après, j'avais une mécanique de tir j'étais très adroit. Elle reste J'étais très adroit. Je pense que même ma dernière année, l'année dernière avec Alex. Je mets 15 points en playoff, des choses Ouais, comme ça. J'ai un gros pourcentage à 3 points. Donc voilà, j'avais une rancœur. Et surtout, quand je reviens, c'est là que je dis merci à Laurent Grosse parce que c'est lui qui a insisté pour que je revienne. Et quand je reviens, il y a Anto qui est le coach de la N3. Et moi, j'ai déjà un certain statut en National 2. Et en fait, le club. Tu commences en N3. Ouais, si j'ai bien compris, le club me propose. Tous les jours, je m'entraîne avec la N2 comme je fais. Mais le week-end, je joue avec la N3. Parce qu'en fait, eux, ils me disent pas que Flo, il arrive. Et ils signent, c'est quoi, fin août? Fin août. C'est ça. Eux, ils le savent déjà que Flo, il va signer. Mais ils me le disent pas à moi, donc ils veulent me garder. Ta relation avec Flo, tu le connaissais pas du tout avant qu'il arrive. Non, voilà. je l'avais rencontré plus jeune sur des stages parce que c'était le parrain des stages. Après, je le connaissais comme tout le monde à la télé, mais je le connaissais pas proche comme je le connais aujourd'hui. Et moi, je ne veux pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais foutre en National 3 et National 3, je l'ai connu quand j'étais à l'Hermine de Nantes. Je suis terminé à 18 points de moyenne. Je dis, là, je suis un joueur cadre de l'équipe de N3 c'était quoi, leur deuxième saison ou la première? Deuxième saison. Et encore, c'était pas l'équipe N3 de Nantes, c'est une équipe affiliée à Nantes. C'était Basse-Goulen. Basse-Goulen à l'époque. Et Metz, c'était leur deuxième saison N3 parce que c'est aussi une équipe qui venait à peine de monter. Ouais. Et puis, j'accepte, malheureusement, j'accepte à contre-cœur parce que je me dis, bon, je vais m'installer ici, je reste ici. Et puis, Anto, il me dit, viens, moi je te laisse carte blanche. Mais au bout de 2 matchs où je mets 20 points en National 3, 20 ou 30 points en National 3, plus la veille en N2, je mets 20 points en une mi-temps, je sais que je ne vais pas faire toute la saison en National 3. Donc c'est pour ça que j'accepte. Il y a des joueurs, est-ce que lui, il était encore là quand tu es revenu à Metz? C'est qui? En plus, il est plus sous les couleurs des Metz. Ça a été un grand monsieur, directeur technique. Damien Jean-Joseph. Voilà, Damien Jean-Joseph. J'ai pas écouté. Je découvre. C'est le dernier représentant d'une équipe qui était assez extraordinaire au Metz Canonniers. C'est pour ça que j'ai mis la belle veste qu'on en avait à l'époque. Et un vrai gars, un gars qui se tapait sur toutes les balles, un gars qui avait toujours la soif de victoire. On se souviendra des lundis où il avait toujours quelque chose. Hein. Mais sinon, force à toi mon gars, prends plaisir sur ce dernier match avec les gens qui vont te rendre hommage, j'espère.
Et prends soin de toi, de toute façon, on se check bientôt. Ciao. Il est en N3 aujourd'hui dans le coaching. Tu suis son parcours à Sainte-Marie finalement, Ouais, justement. oui, je suis ce Ça a qu'il été un fait. homme quand même assez emblématique, j'ai envie de dire. Il y a toi, il y a Mamedi, peut-être Boukouri qui est encore là. Et puis voilà, Et quoi. puis, C'est vraiment. Ouais, c'est ces trois gars qui m'ont marqué. Avec toi. et Enoch, ouais. Enoch aussi. Et oui, je suis. Mais Damien, et Damien aussi m'a appris beaucoup de trucs parce que ce qu'il faut savoir, c'est que mes 5 premières années, j'avais beaucoup de responsabilités, mais j'étais toujours mis en concurrence. J'étais toujours mis en concurrence avec quelqu'un, à chaque fois, qui était balèze, hein. Euh, pro- Au début, on me dit, ouais, tu vas être, ma deuxième année, on me dit, tu vas être meilleur titulaire et tout, bah, qui arrive. Damien, qui sort, De Charleville-Brest. qui sort Ouais, de Jet Vosges, Vosges, qui ok. vient de monter à National 1. C'est un poison, UFC en défense. Et j'ai dû me taper des entraînements, me retaper. Mais à force de se connaître, après, il voulait plus trop défendre sur moi. Il voulait que je le laisse tranquille un peu. Ouais. Et après, l'année d'après, je me tape Aldo Curti. Ouais. Je me tape Cyril Dacour quand il arrive aussi. Ouais. Donc, ça m'a aidé, ça m'a fait progresser. Et j'en suis toujours bien sorti. Mais ouais, Damien, quand je reviens au club, ouais, parce que je fais l'année avec lui. Et après, il y a le Covid. Ouais. Il y a le Covid et après, il arrête. Donc tu n'as pas rejoué, c'est ça, avec lui? Si, je rejoue avec lui, mais on rejoue quoi? On rejoue 3 matchs. Ouais, 3 matchs. Après, il y a le Covid. Après, il devient même assistant de Stéphane. Assistant Stéphane et coach de la. Coach, ouais, en milieu de saison, il devient assistant Stéphane. Finalement, ouais. Et coach de la N3, ouais. Finalement, le coaching, on n'en a pas encore parlé. Il y a encore vraiment plus beaucoup. On est sur la fin des vidéos. On est sur aussi bientôt la fin de l'interview. Il y a le coaching. Moi, je me souviens de choses. Je vais te remercier, bien sûr, à la fin, pour beaucoup de raisons. Mais il y a le coaching. Moi, je me souviens, j'arrive à l'époque, je crois que c'était ma 3e ou 4e saison de club. Tu étais proche de Damien, il y avait Enoch. Tu m'as appris beaucoup de choses. Tu as appris beaucoup de choses à beaucoup de jeunes qui sont passés sous ces couleurs. Tu étais encore coach cette année? Ouais, j'étais encore coach cette année. Comment c'est venu? C'est venu facilement. Ce sont que les joueurs, voilà, qui ont de l'expérience. Tu as quelques diplômes, j'imagine, dans le coaching. Ouais, j'ai juste le premier diplôme, okay. le premier diplôme d'éducateur. Mais à la base, sans te mentir, j'ai pas envie de faire ça. On le sent. On le sent, mais t'apportes ce côté j'ai clairement humain, pas envie de faire ça. Ouais. C'est juste qu'on l'intègre obligatoirement dans mes contrats. Donc, comme j'avais un service civique, bah, ça a commencé par les stages pendant les vacances. Et après, bon, on me dit, bah, on peut te donner un billet en plus si tu entraînes une équipe. Et c'est comme ça que je commence à le faire et à y prendre goût même. Ok. Il y a d'autres choses dont on n'a pas encore parlé. Comme je te disais, le coaching. Tu suis un peu l'évolution de Metz. On sait qu'il y a eu, donc voilà, avec l'arrivée un peu plus d'argent au club, ils ont mis en place une équipe U10 de France. C'était Philippe Horry qui a coaché. Après, c'est Alexandre Machu qu'on salue sur cette vidéo qui est à Orléans. Tu suis encore un peu, j'imagine, il y a d'autres personnes qui sont passées au club. Pas forcément des très très grandes personnes. Finalement, le Metz BCAT est souvent aussi, j'aimerais y revenir parce que aujourd'hui je suis en rose, c'est pas forcément, mais je commence aussi à mettre en valeur les championnats féminins, National 1 féminine. À Metz, le pôle féminin n'a jamais été très développé. Je pense à un de tes amis, bon, malheureusement, j'ai pas pu recevoir de vidéo de sa part, c'est Patrice Mamba avec ses filles, qui les suit et qui essaye de commencer à insuffler aussi une dynamique. On sait que maintenant il y a une union avec Montigny, je crois. Ça n'a jamais été quelque chose d'important, même si dans les années où, juste avant le Covid, l'équipe de féminine, la première était en National 3. Ouais, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui est dommage pour le club et pour la ville de Metz même, parce que tu as plein de filles. Tu as énormément de filles dans les clubs aux alentours. Et je ne sais pas si c'est par faute de moyens ou manque de structure, mais un club comme Metz devra au moins avoir une équipe filles senior en NF2 ou NF3 ou NF1, mais au moins à ce niveau-là. Ouais. Parce que quand je vois, il y a des filles à Romba, il y a des filles à Montigny, il y a des filles Sainte-Marie qui à Sainte-Marie. Moi, quand j'ai un peu de temps libre, bah, je tourne un peu dans les salles de la région, je vais voir des matchs des jeunes, et il y a pas mal de filles. Et je pense que pour l'avenir, Metz devrait se mettre en relation avec les clubs autour et construire un pôle féminin. C'est ce qui se fait, et tu peux nous confirmer, tu es encore un peu dans le club, c'est ce qui s'est fait un peu cette saison et déjà l'an dernier avec Montigny. Avec Montigny, mais je pense qu'il ne devrait pas le faire qu'avec Montigny, je pense qu'il devrait le faire avec tous les clubs, avec Sylvange, avec Romba, sur certaines catégories, chez les jeunes, chez les régions, départ, tu laisses les filles dans ces clubs-là, mais après tu crées une équipe dans le championnat de France. Pour moi, même aujourd'hui, c'est pas normal qu'un club comme Metz n'ait pas de U18 France ou de U15 France chez les garçons, par exemple. Ouais. Tu as un vivier, de jeunes dehors qui n'attendent que ça. Mais après, je pense que c'est soit une mauvaise politique ou soit une mauvaise communication
Parce que par exemple, je sais en Ile-de-France, Il y en a partout. Et ça il y en a s'arrache. partout Ça s'arrache. et tous les petits clubs sont reliés. Moi, à mon époque, tous les petits clubs étaient reliés soit à Paris, soit à Levallois, soit à Nanterre. La Cergy maintenant. Ou Enfin, maintenant, tu as Cergy. Donc, à voici. partir du moment où tu vois un enfant qui a le potentiel, parce que tout le monde ne va pas devenir pro, mais qui a le potentiel pour devenir pro ou faire quelque chose, bah voilà, tu les prends. Et pour moi, je pense voilà ce qu'ils devraient faire, Metz, laisser les jeunes filles se former dans les clubs à côté. Mais après, voilà, pour ton équipe U15 France ou 18 France, voilà, bah à partir du moment où tu prends ces filles-là sur un cycle de 3 ans et tu vois ce que ça donne. C'est un regret, peut-être. On va en parler. Peut-être un des regrets de se dire que la jeunesse, moi je suis passé par là, je suis parti. Voilà, je veux le dire, c'est peut-être fait aussi le manque de structure, de ce genre de choses. Même s'il y a eu il y a des belles personnes toujours dans ce club, mais beaucoup sont partis. C'est un regret ou pour toi, t'es confiant pour la suite? Comment tu Bah, vois la suite? je ne sais pas, je suis pas devin, je peux pas savoir la Ouais. suite. Donc, oui, Comment tu sens les choses? c'est un regret parce que tu ne serais pas toujours obligé d'aller chercher des joueurs à l'extérieur, par exemple, pour la Nationale 1. Tu pourrais prendre 7-8 pros et après prendre des jeunes du club. Mais après, voilà, Ils ont intégré s'ils ont Baptiste intégré, Guérandel, ouais, Bouakrakou voilà. qui est parti rapidement Après, aussi, voilà, je pense que Antonin Ponce. pour faire un projet comme ça, il faut que l'équipe réserve soit au minimum à National 3. Parce que je pense que sans manquer Ça s'est de, fait hein, sur une ouais, année, ça a un peu marché mais avec après, Baptiste. sans manquer de respect aux autres équipes, je pense que le niveau prénat en Lorraine, il est faible. Ouais. Il est faible par rapport à l'Alsace, par rapport à l'Île-de-France, par rapport au Nord. Il est faible, donc tu peux pas prendre des jeunes que s'ils ne s'entraînent pas avec toi tous les jours et ils jouent juste en prénat et ils viennent s'entraîner 2 jours, 3 jours avec toi, tu peux pas les faire jouer en National 1, c'est pas possible. En tout cas, c'est un des actes. Bon, tu seras plus au club tout court l'an prochain, plus de licence, plus rien. Tu Non, seras encore dans la salle. je serai assis sur les sièges bleus là. Tu nous le dis, parce qu'on sait que Florent Pietris, Manu Diawara, ça s'est pas fini en bon terme. Philippe Horry, ils sont assis là. Si Vincent, Ouais. tu peux montrer, peut-être. Ils sont assis, voilà, ils sont assis là. Hein. C'est pour vous dire. C'est aussi quelque chose qui m'a choqué de se dire que les anciens Ouais, joueurs. voilà, Tu nous dis les sièges bleus, mais après eux ont leurs histoires. toi, leur- voilà, moi, toi, tu restes en bon terme. moi, en tout cas, je serai pas assis en haut, je serai assis en bas. Ça, Tu le c'est dis, sûr, tu le ouais. dis aux Non, dirigeants là, à toi, chaque fois, à chaque fois que je viendrai voir un match de Metz, je pense que avec tout ce que j'ai fait pour le club, je peux Mais avoir, Ménoc, hein, il y a aussi. je peux avoir un siège, je peux avoir un siège en bas. Non, je viendrai les voir en tant que supporter. Ouais, c'est peut-être le seul regret que ça se termine mal avec les anciens, mais bon, ça c'est pas à moi de m'en mêler, c'est leurs En tout histoires. cas, avec un ancien, ça se finit plutôt bien, même s'il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ouais, il y a eu, bah, comme je te disais, je pense qu'après l'année avec Anthony Tamba et Yousri, je pense il y a beaucoup de tensions autour du club, mais vraiment, vraiment beaucoup de tensions en interne, Financier interne. financièrement, aussi à la direction entre Lionel Gossel et Denis Roberts aussi, donc C'est là où il y a eu le clash. Ouais. il y a eu clash. Et il fallait quelque chose de nouveau. Moi, franchement, après cette année-là, comme je t'ai dit, j'étais capitaine, donc j'ai pris mes responsabilités. J'ai dit beaucoup de choses, peut-être à tort des fois, peut-être. Peut-être, hein, je sais reconnaître mes torts, peut-être à tort. Mais après cette année-là, je suis lessivé mentalement. Ok. Ouais. Je pense même à arrêter. Je pense à arrêter. Et en fait, c'est Alex. C'est pour ça que même si, voilà, cette année, c'est... Carolac, ouais. Non, pas le froid. Pas le froid, ouais, le coach sérieux. Alexandre Palfroy, c'est même si cette année-là, voilà, peut-être j'ai pas eu le temps de jeu que je voulais ou il a pas su m'utiliser comme il voulait, mais c'est lui qui me redonne après une conversation avec lui au téléphone, c'est lui qui me redonne l'envie de continuer. Et clairement, la saison que je fais avec lui, je fais ma meilleure saison, que ce soit au niveau stats. La saison dernière, finalement. Ouais, la saison dernière, au niveau stats, au niveau même leadership, même si c'est plus moi le capitaine. Et je pense franchement, ça m'allait bien même. Que je sois plus capitaine, que ce soit Romain le capitaine. Voilà, j'avais toujours la parole dans le groupe En tant qu'ancien. en tant qu'ancien, mais ça m'allait bien parce que j'avais plus s'il y avait des problèmes ou des trucs à dire, c'était pas à moi de le faire. Et puis cette année-là, après, on a un groupe solide et franchement un groupe où il n'y a aucune embrouille. Je dis pas dans tous Le les groupes. coach a permis aussi, vraiment, on n'en a Ouais. pas parlé d'Alexandre Palfroy. Bon, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va pas rester? Il est encore prolongé pour 3 ans. Ça aurait pu être un motif, peut-être, sa prolongation ou pas du tout. Non, pas du tout. Ouais. Oh, pas du tout. Tu l'as appris, tu le savais ou tu l'as appris directement quand il y a eu l'annonce? De quoi qu'il avait prolongé Ouais, 3 qu'il avait ans? prolongé, ouais. Non, on a le même agent. Ok, On a Gora, le même donc, ouais, agent tu avec, savais. avec Alex, donc mon agent m'avait prévenu de dire qu'il était en train de voir pour prolonger. Ok. Je ne savais pas qu'il allait prolonger 3 ans par Ouais. contre, mais je savais qu'il allait prolonger. Et Non, ton choix était déjà fait avant. ouais, mais mon choix d'arrêter, Depuis que vous êtes monté en N1. il est fait même avant le 1er août, hein. Avant la reprise, hein.
avoir la Depuis reprise. que vous êtes en N1, Depuis qu'on est en tu N1. t'étais fixé. Est-ce que tu t'étais fixé de jouer une saison en Ouais. N1? Ouais. Peut-être une saison, voire deux, peut-être. J'étais peut-être utilisé une saison, voire deux. Si j'avais pas eu l'opportunité professionnelle, je veux dire, à côté, je pense que j'aurais fait une deuxième saison. Mais mon choix depuis 1er août, je sais que je vais arrêter. Je sais que je vais arrêter à la fin de saison. J'aurais pas voulu arrêter comme ça, mais je sais que je vais arrêter. Et pour revenir à ce qu'on disait, c'est Alex, il apporte quelque chose de nouveau. En fait, quelque chose qu'on n'avait pas vu, que le club n'avait pas vu depuis un moment, parce que La façon du management. ouais, du management, parce que les entraîneurs qui étaient avant Alex, Ouais. ils sont, entre guillemets, de la région du club. Ouais. Et Alex, lui, il arrive de Bordeaux avec ses idées, avec ses trucs, et il fait tout pour que ça s'entende bien. On est carrément, nous les joueurs, une fois par mois, on était obligés de cuisiner pour tout le monde. Ouais, il y a eu une Et c'est ce qui nous a rapprochés. Et on fait une saison magnifique. À Noël, on a une défaite. La première, ouais, après cette montée. là- C'est un one-shot. Il arrive, hein, il y a quelques jours qui changent et vous montez, Et on monte direct. Après, je pense que moi, j'arrive aussi à maturité en termes de jeu. Alex, pareil. Après, tu rajoutes Romain, tu rajoutes Vincent. Vincent qui est devenu aussi comme un frère aujourd'hui. Tu rajoutes Vincent, tu as Étienne. Étienne qui fait une saison sans blessure. Ouais. Parce qu'Étienne, c'est un gros joueur. Mais il avait toujours un problème physique. Donc, voilà, il nous manque. C'est moi, des fois, je dépannais à la main et tout. Mathis aussi, il fait une super saison. Je pense qu'il arrive, par rapport à sa deuxième année, je pense qu'il est plus mature, plus fort. Il comprend comment les gars autour de lui veulent. Et on le voit qu'il est étincelant. Il Ouais. devrait prolonger en tout cas une troisième. Voilà, il comprend comment les gars autour de lui veulent jouer, veulent la balle. Et avec deux meneurs comme ça, bah, nous, sur les côtés, c'est un régal. Et puis, t'as dit qui arrive, qui pour un Américain, il s'acclimate très vite. Au bout d'un mois, c'est bon, on sait Avec comment. un bon état d'esprit. Avec un bon état différent d'esprit. de quelqu'un que t'as pas connu, Mathieu, t'as vu, t'as joué. J'ai joué contre lui, je l'ai pas connu. Rien à voir. Donc je peux pas te Rien le à dire. voir, moi je peux, ouais, un peu. Donc, et puis tu as Johan Krebongo. Tu as des jeunes comme Baptiste qui arrive qui est dans son temps fort aussi. Et franchement, Alan, sans oublier Alan. Et on a un groupe qui est merveilleux. On a un groupe où on sait que, même sur la deuxième phase, hein, on savait qu'on allait perdre des matchs, ou des fois on se disait, bah là, on est à -10. On se regardait, on savait qu'on allait gagner. Et voilà, on vit des playoffs. Et je pense que c'est la première fois en 13 ans, même après avoir joué les playoffs contre Toulon, que je vois un palais des sports comme ça, quand on reçoit Salon de Provence. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de monde. C'est peut-être même depuis qu'il a été refait, vu qu'on sait qu'il a été brûlé au début des années 90-2000. Je crois qu'il n'avait jamais été Il n'y a jamais eu autant de monde. Sécurité, ça devait être compliqué. Hein. J'ai vu des mondes sur les escaliers, j'ai vu des mondes debout derrière les sièges. En bas, c'était blindé de partout. Et même, j'aime bien dire que Metz, c'est un public spectateur. Il y a beaucoup de monde, c'est bien, ils regardent, ils aiment le beau jeu, ils aiment le truc. Mais là, on avait vraiment un public de supporters. Un public de supporters. Ils voulaient vraiment nous pousser jusque dans les derniers retranchements, nous donner de la force. Et je pense qu'ils avaient eu aussi écho de ce qui s'était passé à Salon. Donc, non, c'était vraiment un kiff de jouer ces deux matchs-là et de pouvoir monter au bout. Ouais. Finalement, la dynamique se casse un peu avec l'arrivée en N1. Est-ce que, encore une fois, c'est peut-être un regret aussi? En tant que média, aujourd'hui, on se dit, ouais, dommage que Metz n'ait pas souvent rempli cette salle. Je crois qu'il y a Mulhouse, il y a Saint-Vallier, elle est pleine. Bon, vous avez joué aussi beaucoup de fois les mardis soirs. Il y avait quand même 800 personnes, c'était pas mal. Mais... Après, je pense qu'il y a un problème peut-être marketing et de communication. Après, je dis un problème. Après, tu as quand même du monde. Parce que franchement, quand je dis. C'est une ville sportive, c'est pas simple. Il y a le hand, tu as le foot, faut pas jouer en même temps qu'eux. Après, on a eu du monde. Parce que quand je te dis, je suis arrivé, il y avait 150 personnes dans les tribunes. Après, je pense que, comme je te dis, voilà, c'est un public de spectateurs. Je pense plus les résultats sont positifs, plus tu vas avoir du monde à la salle. Ouais. Plus les résultats sont négatifs. Et voilà, bah, ce qui est normal. Hein. S'il fait beau dehors, ou c'est un jour de férié, de congé, truc comme ça, et t'es avec ta famille, et tu te dis, bah, je vais voir un match de basket, ou je vais me promener, je vais aller au restaurant. Ah, tu dis, ah, bah, putain, eux, ils ont perdu 3 à 4 matchs, leurs 3 à 4 derniers matchs, ils ont perdu, bah, je pense que je vais aller au restaurant. Et ce qui est normal, j'aurais fait la même chose. Donc, ouais, il y a des regrets, parce que je pense pas que c'est la saison qu'on veut faire. Déjà, il y a les arrivées des recrues tardifs. Il y a le départ de Johan, je pense qu'il nous fait mal, qui est tardif. Et moi, on aura beau me dire le contraire ou me dire ce qu'on veut. Tu joues moins, après tu t'y attendais aussi de jouer moins. Je crois que tu joues 19 minutes. Ouais, je joue 19 minutes par match environ. Sans te mentir, je m'attendais pas à jouer moins.
Ouais. Je pense que je fais une bonne prépa. Je me blesse à 2 semaines C'est vrai. de la reprise. Je me blesse aux ischio-jambiers qui dure pendant pour 3 semaines. Donc après, je reviens sur un poste de meneur de jeu. Je suis un peu hors rythme. Après, tu as tout le monde qui revient, donc il faut me rechanger de poste. Et la N1, c'est pas comme la N2. Faut plus défendre, j'ai envie de te dire. Je te titille un peu, mais Ouais, les joueurs sont un peu plus physiques, ça va un peu plus vite, tout ça. Donc, je pense que si j'aurais continué en N1, je pense que ma deuxième saison, comme partout, elle aurait été largement meilleure que ma première ouais. saison. Après, voilà, et comme je te disais, pour moi, sans ces points de pénalité, on est en poule haute. Quasiment. Enfin, du moins, ça, effectivement, ça change la dynamique. Ça change la. Ouais. Et là, cette défaite depuis à Charleville, cette défaite À d'une possession. Besançon, Ouais, à Besançon. pour Ça moi, change. c'est l'être humain qui est comme ça. On vient de battre Lonceau, qui est 7e ou 6e. Parce que déjà, on se disait, ce match-là, c'est la vie ou la mort. C'est soit on gagne et on peut encore espérer la poule haute, et soit on perd et c'est la poule basse. On les bat, un match très compliqué. Et il se tramait déjà ses points de pénalité Ouais. en plus. Ouais. Et hop, on les bat. Et franchement, pour te dire, quand on les bat, dans le vestiaire, Vous allez vendredi d'après, juste après, à Charleville, 3 dans jours le après. vestiaire, on se dit tous, Charleville et Ça me rassure. Besançon et Charleville, on va les taper. Ouais. On va les taper, on va terminer 6e ou 7e et que ça va jouer peut-être à la dernière journée contre Mulhouse de Saint-Vallier. Et quand on apprend à 48 heures du match on a pris 8 points. Et encore une fois, on parle de communication. Si c'est pas dit, est-ce que ça. Ouais, mais après, je pense que eux-mêmes, ils le savaient. Ça, je pourrais pas te le dire. Il y a qu'eux qui peuvent le confirmer. Donc, nous, par contre, nous, les joueurs, on le savait pas du tout. Ouais, ça, il y a eu un choc, un électrochoc. Pour nous, il n'y avait même pas de doute. Parce que le premier article qui était sorti, je pense, il y a 15-20 jours, 15 jours avant, qui sanctionnait les clubs de N1, on n'était pas dedans. Plus, ouais, même Ouais, plus, un mois, donc on n'était pas dedans. Donc on se dit, ben c'est bon, on est trop. Tout le monde se dit, c'est voilà. Et quand on apprend ça, en plus, c'est 8 points. 4 et 4. 4 et points sur la 4, phase haute. c'est beaucoup. Après, ça n'excuse pas les résultats qu'on a sur la deuxième phase. Hein. Ça, je le dis. Mais ça a cassé la dynamique. Voilà, ouais. et je pense qu'aussi l'état d'esprit, il a changé. Bon, j'ai parlé de handball, il y a du sport féminin. Je crois que tu la connais bien. Double fois vice-championne du monde. Hello, monsieur Kali. Voilà, comme d'hab, tu fais encore ta star en mode interview, vidéo, etc. Du coup, je vais profiter du moment pour te faire un petit message et te souhaiter la bienvenue dans le club des retraités. Il était temps, après 11 ans, 12 ans, 13 ans, enfin bref, je sais plus, à Metz, que tu nous rejoignes. T'inquiète, ça va bien se passer. Ça va être peut-être un peu compliqué au début, mais tu vas t'y faire. Et le seul point positif dans tout ça, c'est que là, tu pourras plus te débarrasser de moi. Il n'y aura plus d'histoire de déplacement, de match, de oui, je peux pas. Là, tu vas être collé à moi. Comme on dit, ton pied, mon pied. Je voulais aussi te dire qu'on est super fiers de toi. Même si c'est pas la saison qu'on espérait. Tu as fait quand même de belles saisons et de belles années à Metz. Et ça, personne ne pourra te l'enlever. Donc du coup, j'étais là au début et je suis encore là à la fin. Et ça fait que de commencer. Voilà, je te fais des bisous et comme on s'est toujours dit, on se sait. Moi, je connaissais pas du tout, forcément de nom, mais tu peux un peu nous parler de c'est une amie? C'est même un témoin de mariage, faut le dire. Ok. Donc, j'ai 2 témoins de mariage, c'est elle et Nokafa. Ok. J'ai pas beaucoup d'amis féminins, il y a ma femme bien sûr. Mais elle, c'est vraiment comme une sœur, j'en ai 2. Tu l'as connue ici à Metz? Je l'ai connue à Metz. Je l'ai connue à Metz parce qu'elle jouait à Metz handball. Ouais, c'est ça. Et c'est devenu comme une sœur. On était avant que je rencontre ma femme, moi en fait j'étais tout le temps chez elle parce que déjà j'aimais pas cuisiner. Donc ça m'a arrangé parce que j'allais manger tout le temps chez elle. Elle, ça l'a arrangé parce que aussi je gardais sa fille. Et c'est comme ça qu'on est devenus très 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 proches. Donc on se dit tout, elle me dit tout, je lui dis tout. Et non, c'est plus qu'une amie. Il y a elle et il y a Grace Zadi. Voilà, c'est vraiment mes 2 meilleurs amis féminins. Ouais. Zadi qui est dans un club en Slovénie, qui fait pas la Ligue des Champions, je ne crois pas. Elles ont été éliminées en 8e. Ouais, on parle de handball rapidement. Pareil, je te posais la même question. Super saison, elles sont invaincues. Ouais, les Dragons. Après, ça ne m'étonne pas. Elles vont gagner la Ligue des Champions. C'est Metz handball. J'espère que demain, elles vont gagner parce que demain, elles ont un match qui est à Brest. Dimanche, voilà. je te corrige. Dimanche, elles ont un match pour le titre.
Donc j'espère qu'elles vont gagner et qu'elles vont enfin pouvoir soulever cette Coupe d'Europe Aussi, ouais. au Final Four à Budapest Dans depuis un 3 moment. semaines. Dans 2 semaines. En fait, moi, je les suis depuis que je suis arrivé à Metz, hein, parce qu'avant, comme je te dis, je regardais pas du tout le handball. Et là, je les suis parce que je suis commencé à aller aux arènes pour les voir et j'ai pris goût. Et j'ai pris goût et aussi parce que j'ai un grand ami, Jordan Aboudou. Son petit frère, c'est Dika même. Donc j'ai pris goût et c'est comme ça aussi à regarder ses matchs et tout. C'est comme ça que j'ai pris goût à regarder le handball. En tout cas, le temps passe, ça fait déjà quasiment 1h20 qu'on est ensemble. Tu m'avais dit 1 heure, bon, on a quasiment fini, hein, je vous le dis. Ça va, j'ai le Encore temps. De toute façon, il faut que je juste sois à la salle à 18h30. Donc encore quelques minutes. Quelques petits instants pour finir. Il me doit rester 1 ou 2 vidéos encore. Tu penses à qui là, si je te dis 1 ou 2 vidéos? On aurait oublié qui? Mamedi. Mamedi, c'est sûr, tu penses? Mamedi, c'est sûr. Et quelqu'un d'autre là? Ou tu penses que j'ai fait le tour? Mamedi et la dernière vidéo, franchement, je vois pas. Je crois qu'on a fait le tour. Bon, on la garde quelques instants. Effectivement, il y aura bien Mamedi. Mamedi qui est un frère, un grand frère, comme tu nous le disais, qui lui aussi a tourné la page de Metz. On a parlé de Yosri. J'aimerais te poser une petite question tranquille pour une transition. Il y a cette belle salle du Palais des Sports, on parlait avec Vincent, et on va en parler de Vincent aussi d'ici quelques instants, parce que les rôles de bénévole, d'intendant, c'est très important. On va en parler, mais une question, tu as connu des salles, tu as joué dans des salles, la meilleure salle dans laquelle tu es joué, je veux dire, d'abord dans le club, tous les clubs que tu as fait, c'est simple, tu n'as pas joué beaucoup, j'ai mis CMS, ici, Palais des Sports. Et après, les salles où tu es allé cette saison en N1 et en N2, est-ce que tu peux me parler? En termes d'ambiance, en termes d'infrastructure? En termes d'ambiance, non, en termes d'ambiance, Jeff, franchement, Jeff, en termes d'ambiance, je me rappelle d'une année quand on y va là-bas avec Flo, Gary, et qu'on prend une belle rouste en plus là-bas. C'était une belle ambiance. Après, Salon de Provence aussi. Ouais. Salon de Provence, ça m'a étonné. Une petite salle comme ça, à côté de Marseille, à côté d'un City, c'est Ouais. vraiment, c'est une ambiance hostile, mais c'était une belle ambiance, franchement. Je vais te montrer un jour. Alors, il n'a pas envoyé de vidéo, mais il a réagi à la publication qu'on a faite. C'est Thomas Laurent. Je vais te montrer l'image là. Bon, c'est sa photo de profil Instagram. Thomas Laurent, tu as joué contre lui. Tu as une Ouais. relation avec lui? Non, on a une relation cordiale, hein, juste bonjour, ça va, et je l'ai félicité pour la montée. On s'est un peu Tu t'y frité. attendais à ce qu'il monte? Ouais, je m'attendais pas à qu'il fasse une saison, une défaite, hein, avec pratiquement seulement, une pour défaite. l'instant. Ils ont fait une très belle saison. Voilà, on s'est frité sur le terrain, que ce soit là-bas ou ici. Mais comme on s'est dit à la fin de la série, c'est sur le terrain. Donc, Vous avez montré quand même des belles choses. ouais, c'est sur le terrain, c'est un compétiteur et il est chiant à défendre. Franchement, il est vraiment chiant. Il est vraiment chiant à défendre. C'est un compétiteur, je suis un compétiteur. Et franchement, c'était un kiff de jouer contre lui. C'était un kiff, c'était fun de jouer contre lui. Ouais. Tu as parlé de Jeff, tu fais bien d'en parler, et j'allais partir sans te parler de Jeff, ton coéquipier. C'est pour ça que je ne disais pas qu'il était entre les valeurs de Metz. Je m'excuse, Enoch. Il a fait le petit sale coup de partir à Jeff. Est-ce que toi, ça t'est arrivé? D'avoir une proposition de Jeff, ou du moins non. Déjà, je pense que comme j'avais une grande gueule sur le terrain, je pense que le président ne m'aimait pas trop. Et moi, clairement, je les aimais pas. C'est toujours le cas? Non, j'ai pas d'animosité envers. Je pense que c'est juste quand il y avait les derbies, Oui, voilà. ouais. Parce que, paix à son âme, je m'entendais bien avec Alain Thibault. Ouais, on en a pas parlé. Je parlais souvent avec lui après les matchs. Je parle souvent, des fois, il y a pas longtemps, je suis parti à Longwy voir Longwy Jeuve. J'ai vu Jean-Michel Lavanou. Ouais. Donc, je parle souvent avec lui. Patrice, quand je le croise, on parle. Les frères Goriot, pareil. Non, je pense que c'était parce que c'était le derby, c'était un truc important. Mais sinon, j'ai pas d'animosité. Ouais. Donc, écoute, vraiment, je m'en souvenais plus. Je crois que c'est le premier qui nous a envoyé la vidéo. Faut que je la retrouve. Stasiak. J'ai pas pensé à Stasiak, j'ai pensé à quelqu'un. Attends, je vais la retrouver. Alors. Quelqu'un qui a marqué les derbies. Est-ce que tu peux un peu nous parler des derbies et le temps que je retrouve la vidéo? Marquer les derbies. Puis il y en a encore 3 finalement des Marquer les personnes. derbies en tant que Messin ou en tant que. Non, un peu, tu peux nous raconter un peu l'histoire des derbies, parce que moi je me souviens de mon premier derby, c'était à Sainte-Marie. Moi, quand j'arrive, je suis à Sainte-Marie-Metz. On joue beaucoup à Sainte-Marie-la-Chaîne. Et on me dit, bah voilà, on fait des tournois. En fait, on fait des tournois de pré-saison à Jeuf.
Et Ça ne se fait plus maintenant. non, Parce qu'il y a longtemps. tu J'ai veux, pas tu connu. veux le faire maintenant. Ouais. Et tu le fais, et en fait, eux, ils étaient en N3, et on se dit, bah, et j'apprends au fur et à mesure qu'en fait, c'est un Donc ça derby. remonte, hein. C'était Ça, juste avant qu'ils remontent en N2. Ouais. et j'apprends qu'en fait, c'était un derby. Et au fur et à mesure qu'on fait des matchs, ben, je vois l'engouement qu'il y a autour. Moi qui viens de la région parisienne, j'ai vu des Les derbys. deux villes, on le rappelle, c'est 5 km seulement d'écart. Ah, Tu voilà. passes un pont et tu y es, quoi. Donc j'ai vu des derbies, mais à Paris, il y a des derbies, mais t'as pas autant d'engouement, autant de haine ou des trucs comme ça autour. Et au fur et à mesure que je vois les derbies les années passées, je me dis, putain, en fait, pour ces deux clubs-là, c'est plus important de gagner le derby C'est que clair. de descendre ou de monter. En tout cas, à C'est l'époque, ouais. à Ouais. l'époque, voilà, avant le Covid, pour la suprématie de la région, un truc comme ça, c'est plus important de gagner que de descendre ou de monter. Ouais. Et même c'était un kiff de jouer ce genre de match. Après, Ouais. c'est vrai qu'après le Covid, il y avait les moyens financiers qui sont arrivés à rentrer en Jeff, jeu. ça a été compliqué Jeff, ça a été financièrement. compliqué. Et après, clairement, après, on ne jouait plus dans la même cour. Donc, Bon, en tout cas, juste avant, je crois que vous jouez dans la même cour, mais il y a un de tes Pietro. anciens. Pietro, c'est bien ça. Jérémy Pietrowski qui a fait une très belle saison en N2. Cette saison un peu compliquée. La vidéo, elle charge. Ouais, salut copain. Bah écoute, j'ai appris que ça y est, t'as arrêté l'aventure Messine. En tout cas, je suis vraiment content et fier d'avoir joué après autant d'années contre toi. Même si j'ai souvent gagné, il faut le dire. T'as toujours été un joueur, pour moi, bourré de talent et que toute équipe rêverait d'avoir. Donc voilà, je pense savoir ce que tu vas faire de ton après-carrière. Et en tout cas, j'espère te revoir très vite. Allez, C'est je intéressant, t'embrasse. Pietro. Ciao, Je ciao. me permets juste avant que tu répondes parce que vous arrêtez. Vous avez commencé quasiment au même moment. T'es un peu plus âgé, je crois, de ouais, quelques années. j'ai un an parce que. Voilà, et finalement, lui, il prend aussi sa reconversion, sa carrière, et il s'arrête là. Il va aussi partir Ouais, en pré-national. ce que j'ai vu. Tu vas partir en pré-national? Non, Je te je pense pas que je vais partir en pré-national. Non. Vraiment, ça? En pré-national? Non. Tu veux bien parler en national 3? Sûrement en national 3. On va en parler à la fin de On l'interview en si tu parlera à veux la aussi. fin si tu veux. Ouais. Non, Pietro, mais pour l'anecdote, Pietro, une année, il a essayé de me ramener à Jeff. C'est intéressant. C'est l'année quand je reviens du Covid. Je suis sûr que je t'avais dit que C'est vrai, j'avais oublié, c'est l'année quand je reviens du Covid, avant que je me décide à signer avec Metz. Je crois qu'il recrute un joueur qui doit venir, qui joue avec le Real Madrid B ou truc comme ça, je sais plus, possible. et qui vient d'Espagne à l'époque, et qui leur met faux bon au dernier moment. Et Pietro, il m'appelle, il me dit, ouais, bah, vas-y, si t'es chaud, bah, viens, et je parle avec Marc, et tout ça. J'étais pas trop chaud, mais après, au fur et à mesure, je réfléchis tellement que j'avais une rancœur envers MS. J'étais à 2 doigts d'y aller, ouais. J'étais à 2 doigts d'y aller. Mais Pietro, ouais, il arrive en même temps que moi. Donc c'est derby, ouais, finalement, c'est la boucle qui se tourne, quoi, 15 ans après. C'est quoi. un bon 10, ami. 12 ans après, ouais. C'est beaucoup frité sur le terrain. C'est beaucoup frité. Je me suis frité même avec lui quand j'étais à Maubeuge. Donc, là, c'est devenu un bon ami. Et c'est quelqu'un que t'aimes avoir avec toi, mais t'aimes pas avoir contre toi. Donc, voilà. T'as suivi, tu suis encore leur carrière. Ouais, Parce que lui, il y est encore, et finalement, voilà, c'est j'ai encore un suivi, qui va j'ai suivi accrocher. Souffel, j'ai suivi quand il joue contre nous avec Jeff, mais j'ai suivi là Souffel, ils ont fait une belle saison, bah, ils montent. J'espère qu'ils seront en National 1, que le club va vouloir monter en National 1 l'année prochaine. Après, si ça se fait pas, j'espère pour Metz, tant mieux sera pour Metz quand il sera repêché. Ouais. Mais non, je suis un peu la carrière de tout ce que les joueurs contre qui j'ai joué, ou avec qui j'ai joué, ce qu'ils font un peu maintenant. C'est pour ça que Mathieu, j'ai suivi à peu près tout ce qu'il faisait. Ouais. En tout cas, il y a d'autres joueurs dont on n'a pas parlé. Tu parles de Mathieu, je pense à Mathieu Boyaval, il y a d'anciens qui sont en R1, qui sont un peu plus jeunes que toi, c'est ça? Ouais, ils sont beaucoup plus jeunes que moi. T'as d'autres joueurs là qu'on n'a pas encore évoqué. Bon, bien sûr, Mamedi. Il y en a un qui va arriver, j'en parle pas encore. Ça pourrait être concerné. Lui, je vais le garder vraiment pour la toute fin. Je sais pas c'est qui. T'as pas d'idée? Aucune On garde le suspense. T'as des joueurs, des joueuses. Bon, c'est vrai que le club à Metz, comme je disais, un très 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 court secteur féminin, quoi. Mamedi a essayé de l'insuffler quelques fois. Mais est-ce qu'on aurait oublié des gens là sur cette interview? Sur toutes mes années à Metz? Ouais, sur cette interview qui t'ont marqué. Moi, qui m'ont marqué dans ma carrière dont on n'a pas encore parlé. Ouais, je vois Vincent, mais si on n'a pas parlé bien sûr des bénévoles et des intendants. On peut peut-être parler de ça. Ok. Ça a été des gens qui t'ont accompagné. Il n'y avait pas d'intendant au départ quand tu es arrivé à Sainte-Marie aussi? Bah non, mais c'est pas vraiment des intendants, c'est tous les gens de Sainte-Marie, on va dire. Ouais. Ils m'ont tous Bénévoles, accueilli à bras ouverts. Comme je te dis, j'aimais pas cuisiner. Donc, il y avait toujours, je sais pas si elle est toujours là-bas, il y avait une dame qui s'appelle Cathy.
pense Cathy, je crois avoir des petits et Tupperware. à chaque fin de Je match, crois avoir. elle me donnait des Tupperware, je rentrais avec. Soit Olivier Basique, c'est eux qui ont meublé mon premier appartement. Tout ce qui était couvert, machine à laver, tout ça, c'est eux qui me l'ont ramené. Donc non, franchement, Sainte-Marie, c'est comme une grande famille. Ils sont hyper gentils, que ce soit Albert, ça va du président Albert Nadosi aux bénévoles. Et après, à Metz, tous les bénévoles, ils ont été extraordinaires. Déjà, tu vois comment la salle, elle est mise. S'il n'y a pas ces bénévoles-là, et tu peux pas faire ça. Ils s'occupent de la buvette, ils s'occupent du VIP après. T'as Vincent, Vincent, les années qui sont avec nous, il s'occupe de tout, des vidéos, des interviews, même des goûters, pendant, des goûters pendant les déplacements, de la collation. Il s'occupe des road trips, il s'occupe de tout. Donc là, franchement, tous les bénévoles, moi, je pourrais leur dire qu'un grand merci parce que sans eux, je pense pas que Metz serait devenu ça. Même si on aime bien dire, ouais, Les gens de l'ombre, finalement. les gens de l'ombre, même si on aime bien dire, ouais, Metz ne serait pas devenu ça si j'étais pas là. Peut-être pas. Mais franchement, les C'est toute une bénévoles, équipe, c'est tout un monde qui se fait. ouais, les bénévoles, ils ont vraiment fait un travail extraordinaire depuis que je suis arrivé au club. Clac, hop, Abéris derrière vous, ça te fait rire. J'avais prévu de la placer en même temps que le Frescati, c'est vraiment. Je pense que tu as connu l'une des premières salles aussi en tant qu'entraîneur. Tu n'as jamais joué en tant que joueur, peut-être Non, en N3. je me suis Mais entraîné de quelques c'est fois mythique de là-bas Metz. avec Eric Deschamps, quand on n'avait pas En l'Arsenal, N2, quoi. en C'est N- fou, en c'est N2, fou. qu'on n'avait pas Ouais, l'Arsenal disponible. Je déteste cette salle. Clairement, je déteste cette salle. Déjà, elle est mal placée, c'est en centre-ville. C'est Je crois historique. qu'on peut plus avoir accès en voiture Ouais, pour tu la peux petite plus avoir anecdote, accès en ouais. voiture. C'est bien parce que c'est historique d'avoir un gymnase en centre-ville et tout. C'est l'ancien Comessa, si je dis pas de bêtises, ce truc. Ouais. C'est au Messin, ouais, Mais spécial. je déteste cette salle. C'est poussiéreux, les paniers, faut les mettre à l'endroit, le sol il glisse tout le temps si tu fais pas de nettoyage. Donc pour les anciens, c'est bien, ça leur rappelle des Les souvenirs. vétérans, ouais. Voilà, pour la nouvelle génération, pour nous, j'ai horreur de cette salle. Là, si je fais clac, hop, l'Arsenal derrière nous, ça c'est Alors, un peu mieux. l'Arsenal, c'est un kiff. L'Arsenal, c'est. T'as été surveillant, tu me disais, dans le collège juste à côté, en fait. Non, moi, j'ai pas Non, été surveillant. voilà. J'étais surveillant dans des lycées et des écoles dans Metz. Ok, mais pas Enoch là-bas. a été surveillant au collège Jamais l'Arsenal. là-bas. Mais non, l'Arsenal, c'est un kiff. C'est là où j'ai fait tous les stages des gamins pendant l'été. C'est là aussi, c'est une des rares fois où je voyais qu'un gardien nous laissait la possibilité de jouer pendant l'été aussi. De jouer C'est pendant encore le l'été. cas aujourd'hui. Hein. De jouer pendant l'été où il y avait tout le monde, tous les basketteurs de la ville de Metz ou de Jeuf, de n'importe où qui venaient, on s'affrontait pendant des heures en 55 à l'Arsenal. Non, l'Arsenal, c'est vraiment une salle que j'ai aimée et que j'ai pas joué très souvent là-bas. T'as joué Tourcoing, les matchs J'ai joué Tourcoing, j'ai joué un peu avec la Prénat là-bas. Ouais. Mais c'est vraiment une salle que j'ai aimée, l'Arsenal. S'il y avait un nom de joueur de National 2, alors là, c'est une question qui te concerne pas, mais enfin qui te concerne si, parce que tu as joué contre eux. Tu as fait la plupart de ta carrière, tu as joué 30 matchs en National 1, quasiment 300 matchs avec le Metz BC. S'il y a un nom de joueur que tu devrais ressortir là aujourd'hui en N2 qui t'a marqué. En N2 contre qui t'as affronté. Que t'as affronté, pardon. Là, comme ça qui vient en tête. Peut-être un grand nom, bon, on sait que tu as joué avec Pietrus, Florimond notamment. Avec qui je jouais ou contre Non, qui contre qui, mais je disais des exemples de grands noms. Est-ce que ça peut être ça qui va peut-être. Sean King peut-être. T'avais joué contre. Non, je crois pas. Non, j'ai pas joué contre lui. Ouais, peut-être Stéphane Brun, j'ai joué contre lui quand il était à Vanves. Ok. Quand il était au stade de Vanves. Sinon, j'ai pas de. Ouais, c'est. Il y a des équipes qui m'ont marqué. Des équipes qui m'ont marqué où je dis. Des équipes alsaciennes. Peut-être en parler maintenant quand on va. Ouais, le VOB. T'as le VOB qui m'ont marqué, qui était très chiant à jouer. T'as Grise. Grise, Mulhouse peut-être aussi. Mulhouse. Avec mon compère Greg Bongo qui était là-bas à l'époque. Ouais. Qui font une année et ils gagnent tout. Ils montent, ils gagnent la Coupe de France. T'as Berck. Berck, j'ai vécu des cauchemars là-bas. Loomplage aussi. Vous avez jamais gagné contre Loomplage. Tu as joué 3 fois. Ouais. Et Loomplage, je vais l'année au Vancouver. Alors qu'on a une super équipe. Hein. On prend une gifle là-bas. Mais c'est un public de fou. C'est ça quand je dis, c'est la différence entre des spectateurs et après, c'est la culture. C'est la culture. Voilà, c'est la culture. Moi, je pense que t'as tout pour avoir tu commences à avoir un copte, les gens ils commencent à aimer. Tu as tout pour avoir un beau club à Metz, mais c'est pour ça que ce serait dommage qu'ils descendent en National 2 parce que je pense que dans les années à venir, il faudrait que le club soit en Pro B pour
au moins pour la ville. Et autre part, du coup, dans une autre salle. Et ça donnerait plus de moyens, tu aurais plus de partenaires. Et c'est pour ça que des fois, je me demande si c'est. Ça, c'est que mon avis à moi. C'est pour ça que des fois, je me demande si ce serait pas bien d'avoir un club omnisport. Avec le FCMS, Ouais. on parlait des projets Tony Parker, il y avait eu le petit poisson d'avril qu'on salue, les collègues de FCMS, tu les suis encore? Oui, je regarde tout le temps leurs articles. Donc, Ouais. Arthur, Mathieu, moi en plus, ils m'ont invité pas mal de fois sur le plateau de Moselle TV. Donc, non. Ouais, les médias à Metz sont Ouais. le Républicain Laurent aussi. Républicain Tu Laurent, parlais d'Alain Thiebaud, Alain Thiebaud, Christian. père son âme, Christian, que j'ai vu le début de semaine. Ok. Donc non, j'ai toujours eu un bon rapport avec les médias parce que je pense qu'aussi, j'ai jamais été langue de bois, donc voilà. En tout cas, lui aussi, je crois qu'il a déjà eu des bons rapports avec les médias. Il a fait un événement avec ton ami Florent Pietrus. Tu étais invité bientôt. Là, tu sais pas d'où je vais venir. Lui aussi, il est un peu dans tout ce qui est secteur privé, entreprise. C'est Mohamed Diawara, 2 minutes de vidéo. Kevin! Bon, comment ça va? J'espère que ça va, petit frère. Bon, c'est juste ce petit message pour te féliciter de ta longévité au sein des canonniers. Tu as fait 13 ans, c'est pas rien. C'est des choses qu'aujourd'hui on voit rarement. Et ça prouve beaucoup de choses. Ça prouve ta loyauté au niveau du club, sur le terrain. Franchement, qui aurait dû que tu aurais fait 13 saisons au sein des canonniers. En tout cas, tu peux être fier de ton parcours. Mais en tout cas, moi, je suis fier de toi et je t'ai vu venir sur la pointe des pieds. Voilà, il y a quelques années de ça. Et t'as pas lâché. T'as beaucoup bossé pour en arriver là. T'as atteint l'objectif que tu t'étais fixé personnellement et qu'on s'était fixé à l'époque. C'était d'évoluer en National 1. C'est chose faite. Franchement, tu peux être fier de ça. Tu peux être aussi fier de l'homme que tu es devenu. Je pense que c'est important. Voilà, il y a le côté joueur, mais il y a le côté aussi en dehors. Et moi, je t'ai vu grandir, je t'ai vu évoluer, et ça, c'est vraiment intéressant. Et voilà, pour la petite anecdote, ça m'a vraiment fait plaisir que tu aies repris le numéro 10, parce que tu as continué avec ces valeurs qu'on t'a transmises et que tu as essayé de transmettre tout au long de ta belle carrière au sein des canonniers. Voilà. En tout cas, je te félicite encore pour ces nombreuses saisons. Reste comme t'es, continue à avancer et je sais que c'est pas la fin. Voilà. On reste au courant, petit frère. Bise et profite de ton dernier match au Palais des Sports. À plus tard. Qui a beaucoup compté. Tu parlais des stages avec les jeunes. C'est lui aussi qui a beaucoup fait cette organisation. Ça a beaucoup compté dans ta carrière. Ouais, Mohamed, il a beaucoup compté parce que comme je disais tout à l'heure, j'étais turbulent dans la vie des Extra Basket. Ouais. Extra Basket, j'étais turbulent et je faisais un peu tout et n'importe quoi. Donc, Mohamed aussi, il a su me remettre, pas comme mon père, parce que je dirais pas du tout ça, mais comme un grand frère, me remettre un cadre, me redire, ouais, il y a des trucs que tu peux faire, des trucs que tu peux pas faire. Comme je disais, Bruno, il avait toutes les raisons du monde pendant ces 5 années pour me virer. Hein. Et je n'en aurais même pas voulu. Hein. Mais il l'a pas fait. Il m'a beaucoup aidé là-dessus. Et voilà, il m'a appris certaines valeurs, certains trucs que j'implique toujours aujourd'hui. Donc voilà. On te sent vraiment très détendu. La fin de l'interview, elle va approcher. Ce soir, tu te fixes quoi comme... Tu t'attends à quoi là, c'est ça? Déjà, ce soir, je m'attends à une victoire. Parce que j'ai la date exacte, le 7 février. 7 février, ça fait quoi? Ça fait 3 mois. On peut le dire, ça fait 90 jours, plus de 90 jours que Metz n'a pas gagné. On n'a pas gagné chez nous, on a gagné à Toulouse. Je joue encore. Déjà, je m'attends à une victoire. Ça fait longtemps. Je pense qu'il va y avoir du monde comme c'est le dernier match. Donc, pour au moins offrir ça au public et nous, les joueurs, parce qu'on s'est battu des débuts jusqu'à la fin, une belle saison. Et après, je ne sais pas du tout si le club, ils ont prévu quelque chose pour moi ou pas. Mais voilà, moi, ça me permettra de... s'il y a, tant mieux. S'il n'y a pas, c'est pas grave non plus. De dire au revoir une dernière fois au public, aux partenaires et de profiter parce que ce sera la dernière fois que je serai sur le banc en tant que joueur messin. Peut-être dans 3 heures, il y aura peut-être quelque chose, je sais pas.
peut-être pas. Là, émotionnellement, là, toutes ces vidéos que tu vois, ça te. Ouais, ça me fait bizarre, je vais pas te mentir, ça me fait remonter des souvenirs, des émotions. Euh, J'y pense un peu depuis ce matin. Ok. Je vais pas te mentir, j'y pense un peu depuis ce matin. J'essaie de rester calme et stable émotionnellement. Mais je sais que coup de sifflet final, ça va me faire très bizarre. Ouais. Ok. Écoute, j'ai prévu encore une sorte de faster où je vais te poser soit Euroleague, tu vois, soit ce genre de choses. Alors, est-ce qu'on fait ça d'abord maintenant ou est-ce qu'on parle d'abord de la suite qui va t'attendre? Parce que j'ai cru comprendre que la carrière n'allait pas s'arrêter. On Non, parle d'abord on peut du. parler de la suite, ouais, comme ça. On parle de la suite et Comme ça, après. on termine là-dessus. On termine sur ce que tu as fait après. J'ai une vidéo encore ou? T'as une vidéo parce que ça va parler de la suite. Écoute, qu'est-ce qu'on fait? On fait le petit quiz là, le petit. Non, on enchaîne sur la suite. On fait la suite. Allez, Ouais. la suite. La suite, bon, écoute, on est le 9 mai. Demain, c'est un jour important pour un club dans la Moselle. Je voulais te parler aussi de l'avenir des clubs mosellans. On a vu Sainte-Marie qui en N3. Normalement, à l'heure actuelle, s'il y a une victoire demain contre l'AS Beaucon, c'est ça, l'AS Beauconseil, si je ne me trompe pas, maintien en N3 pour une troisième saison de suite. Sylvanche, c'est compliqué. Je crois qu'ils vont être relégués, si je ne me trompe pas, au niveau départemental. Il y a pas mal de choses. C'est des clubs assez mythiques. Puis il y en a un qui renaît de ses cendres. La Moselle, je pense que tu connais désormais un peu l'histoire, un passé ouvrier, un passé minier. Et un ancien joueur avec qui tu as joué pas mal de matchs en N3, parce que, comme je le disais, c'est 300 matchs, on n'a pas les stats exactes, mais on va savoir. C'est bon, ouais, je vois c'est qui. Tu penses c'est qui? Pivot? C'est Fivati. Écoute, voilà. Kevin, mon frérot, je viens d'apprendre ton départ du MBC. Que dire? Il y en a tellement à dire. Mais je me souviens encore les premières fois où t'es arrivé avec tes bagages, tes milliers de vêtements. Trop de souvenirs. Ça m'a fait plaisir et tu sais que c'est mon club de cœur. Et je suis fier de toi, de tout ce que tu as fait pour ce club. Et je te remercie encore. Je te remercie encore. Donc voilà, et puis bah, bonne chance pour la suite de ta carrière. Et le numéro 10, tu peux l'oublier pour l'année prochaine. Bisous mon frérot. Voilà. Une une perche, on a parlé du numéro 10 deux fois. C'est sur les deux dernières vidéos. T'avais le 12, je crois. En tout cas, quand moi je suis arrivé, je t'ai suivi. T'avais le 12 au Canoni. Le 12, rappelle-moi ce que tu me parles du 12. Je suis arrivé, j'ai eu le 15 d'abord. Le 15, ouais. Le 15. Après, j'ai changé, j'ai pris le 3 parce que je suis fan de Dwayne Wade. J'ai pris le 3. Après, quand il y a eu maillot grenat, c'est le 12. Quand il y a eu les maillots grenat, j'ai eu le 12. Après, j'ai pris le 10. Parce que le 10, c'est mon numéro porte-bonheur. C'est celui que j'ai depuis que j'ai commencé à jouer au basket. Et puis, voilà. Donc, c'est un numéro auquel j'y tiens. Ouais. Ça marche, c'est le 10. Certains Pivati qui portent le 10 du côté Nilvange. Ouais. Je sais, bon, écoute, là on est à Metz. Demain, c'est le 10. C'est pas fait exprès. C'est un match très important. J'en parlais juste avant pour le basket mosellan. Il renaît de ses cendres. C'est le Nilvange Basket. Ouais. On en parlait en off juste avant. T'aimes pas trop cette salle parce qu'il y a qu'un côté. C'est un super projet avec, je crois que c'est un chef d'entreprise, j'ai plus le nom du président. Ouais, c'est ça. Tu peux peut-être me parler du nom du président? Julien Chaxel. Ouais. Julien Chaxel. Écoute, c'est un match important puisqu'ils vont jouer contre Vandèvre demain. Et j'aurai une dernière vidéo bonus, mais bon, ça sera pour la fin. Ils vont jouer contre Vandèvre, un match pour la montée. S'ils gagnent, ils montent en National 3. Si ils perdent de 19, 18, 17, vous l'aurez compris en tout cas de moins de 20 points, ils montent en National 3. Ils sont à 40 minutes d'une montée en National 3. Anthony Pivati qui joue dans cette équipe, Gary Florimont qui est passé par cette équipe, Enzo Hilbert qui est passé par le MESBC qui est toujours dans cette équipe, Thomas Thiebaud qui était à Jeff, qui était en National 2 qui est dans cette équipe. Il y a également Baptiste Guérandel, comme je le disais. Bref, d'autres joueurs, il y a John, il y a aussi William, William qui est passé aussi par le MESBC. Il se trame des choses. Bon, écoute, on coupera, hein, on va pas le poster direct, mais est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui face micro si tu veux le mettre, tu peux le mettre. Ça sera fait. C'est Nilvange et Kevin Cali. Est-ce qu'en 2025, 2026, ça va se faire? Ouais, Titier pour un National 3, je pense déjà à 99%, ils vont monter en National 3. Et après, à 99%, je vais aller jouer là-bas. Ouais. Donc, j'ai beaucoup d'amis là-bas. C'est un projet qui est intéressant. Et comme je disais, je veux rester à un niveau assez compétitif.
Puis ce sera, il y a peut-être d'autres beaux mouvements qui vont avoir lieu pendant l'été, d'après mes informations. Je peux pas trop en parler, Mais bon, on va pas en parler. Moi non plus, je peux pas en il va parler. y avoir Mais d'autres en tout cas, une mouvements. équipe compétitive, on peut peut-être le dire aujourd'hui, s'ils sont en N3 pour jouer les premiers rôles, parce Oui. que leur but c'est de monter vraiment et Oui, de c'est ça. revenir. Même c'est quelque chose que moi, j'ai Longwy qui m'a approché. Ok. Longwy qui m'a approché Qui joue l'autre tableau qui aussi. joue l'autre tableau aussi. Et voilà, moi, c'est quelque chose que je me dis, c'est si je descends de niveau. Tu vas jouer avec Enoch aussi. Voilà, il y a Enoch qui est un de mes meilleurs amis qui est mon témoin de mariage. Donc si je me dis, si je descends même en N3, même si j'ai moins d'entraînement, moins de contrats, c'est pour quand même jouer à un niveau assez compétitif et pour jouer les premiers rôles. De toute façon, je me voyais plus avec les 3-4 dernières saisons que j'ai fait à Metz, jouer pour des équipes, pour jouer pour le bas de tableau ou le maintien, c'est quelque chose que je pense que j'ai assez fait. Et ouais, là, tu as eu déjà des offres, tu peux un peu nous en parler? Ouais, j'ai eu quelques offres. Tu peux nous dire les clubs si c'est pas tabou? Juste par intérêt. Je peux pas dire ça. Vraiment? Si je veux, je pourrais te le dire en off si tu veux. Si tu en comprends. J'ai eu quelques offres. Mon agent, il doit m'appeler encore, d'en faire un point. Pas encore fait à 100%. Non, c'est fait à 80. C'est surtout, je sais que c'est l'envie, c'est le choix du cœur. Ouais, c'est le choix du cœur et c'est le choix de la raison aussi. T'as ta femme qui est là. J'ai ma femme qui est là. J'ai amis. mon père qui a une grosse entreprise. Ok. Qui a une grosse entreprise de Luxembourg? Non, sur Paris. De sécurité, mais qui développe dans toute la France. Ok. Donc moi, je vais essayer de la développer aussi dans le Grand Est. Donc voilà. tu nous parles aussi de ton après-carrière, ça serait en partie par ça? C'est en partie pour ça aussi que j'arrête. Voilà, j'ai un projet avec mon père que je vais travailler dans cette entreprise, avoir des grosses responsabilités pour lui permettre de souffler. Et ça va engager du travail et du temps. Donc c'est pour ça qu'il me fallait plus de temps en dehors basket. Et j'ai passé un diplôme pour être directeur. C'est vers ça que je me pousse. Mais d'un côté, je peux pas arrêter le basket comme ça. Donc c'est pour ça que je me descends dans N3. Je me dis c'est un bon compromis parce que ça reste un bon niveau. Et si en plus c'est pour monter en N2, donc tant mieux. Écoute, on va te souhaiter, et puis nous on sera aussi présent au match demain. On va essayer de souhaiter que l'équipe d'Amine, qui est ancien, il a pas de vidéo, mais qui est ancien coach de Metz, donc faut pas jouer les troubles faites. Non, ça va le faire. Non, ça devrait, moi, je pense que ça le fera. Donc, franchement, il faudrait une hécatombe pour qu'il perde de 20 points. Donc, tu seras à la salle, je sais qu'il y a Flo qui donnera le coup d'envoi. Ouais, j'y serai avec Flo et Gary. Donc, ouais. Et je crois même peut-être Carolac aussi qui sera là-bas aussi. Peut-être Carolac. Ça va nous peut-être des choses pour la saison prochaine. Je suis au courant peut-être de beaucoup de choses, j'en sais rien. Allez, en tout cas, tu as parlé des supporters. Moi, Kevin, je voulais te remercier juste avant de faire ce petit rapidement pour voilà, te donner un petit piment pour les gens qui veulent savoir te connaître un peu. Voilà. Je veux te remercier pour tout ce que tu avais fait ici au club, pour le soutien, pour mon média, la page N2, pour ce que tu m'as appris aussi en tant que joueur, même si voilà, j'ai mis entre guillemets ma carrière amateur entre parenthèses, mais vraiment merci à toi de tout ce que tu as fait et tout ce que tu as montré dans cette salle. Merci beaucoup encore pour cette interview. Allez, je vais passer par cette vidéo de Benjamin Grenu. C'était pour moi un supporter qui, voilà, parmi tant d'autres, mais un peu plus connu des autres et qui fait vraiment beaucoup de choses dans le basket. Et je crois que j'ai quelques projets avec qui. Quelques projets. Bah écoute, ça sera peut-être l'un des derniers sujets. Regarde. Est-ce que je fais ça et j'enlève ma main? Non, regarde, c'est beau. Kevin, bravo pour tout. Merci pour tout, surtout, pour tous ces matchs incroyables au Palais des Sports, pour toutes les émotions que tu as pu procurer à tous les supporters de Metz, pour cette montée en N1 qu'on attendait depuis longtemps. Merci aussi pour tout ton investissement auprès des jeunes du club. Moi, c'est un peu particulier, tu as coaché mes deux fils, donc forcément un petit pincement au cœur à l'idée de se dire que tu ne feras plus partie des coachs du MBC la saison prochaine. Mais en tout cas, je te souhaite vraiment une excellente continuation pour l'après-canonnier. Merci encore pour tout et j'espère qu'on aura l'occasion de te revoir rapidement sur les terrains. Il va l'envoyer, je crois, à Idriss, je crois, je me suis dit ça. À bientôt. Il va l'envoyer à Idriss pour que... Non, Idriss, tu lui dédicaceras quand même. Ouais, non, Idriss, j'ai un maillot pour lui. Ouais. Voilà, tous ces supporters et un parmi tant d'autres, des projets. Lui, c'est un grand dans l'entrepreneuriat. Je crois qu'il bossait dans les assurances à l'époque. Il fait beaucoup de choses pour le 3-3. Je crois qu'il c'est bien ce qu'il fait pour la ville de Metz. Organiser un événement sur la pour développer le basket. Donc, non, j'ai quelques projets avec lui sur un tournoi qu'on aimerait organiser ici dans les années à venir. Donc voilà, c'est quelques trucs. Ça, on parlera bien sûr. Allez, pour finir,
quelques secondes, je vais reprendre juste mes notes parce que j'ai noté quelque chose. Bon, j'ai cru comprendre que tu suivais l'Euroleague. Ça va être juste le faster. Donc en fait, tu vas nous dire ce que tu préfères et après on va revenir pour finir là-dessus. Alors, est-ce que tu préfères l'Euroleague ou la NBA? NBA, parce que les playoffs NBA, c'est mieux que ça montre que c'est le plus beau basket au monde. Donc, c'est pas le plus beau basket, mais c'est le plus beau. La Flo, s'il t'entend, Flo Pietrus, il va te taper sur les doigts, non? Non, Il a jamais joué là-bas. je pense que les playoffs NBA, c'est clairement ce qui se fait de mieux au monde. C'est Même si j'adore C'est l'Euroleague. ton Hein. côté américain, je pense, qui ressort un peu Ah plus. non, je pense que c'est là que tu vois aussi les meilleurs joueurs et tout. La saison, c'est ennuyant, mais les playoffs, c'est autre chose. Du coup, si on passe là, LeBron ou j'ai envie de dire Kobe, j'avais préparé. Michael. Michael, ouais. Parce que je sais que tu mettais des Kobe de temps en temps. Ah, moi, je joue qu'avec des Kobe. Hein. Ouais. Mais pourtant, c'est Michael, je l'ai pas prévu. Pour moi, c'est Will Goat. C'est ta jeunesse. Ouais, si je suis né en 91, ouais, c'est pas trop loin. Après, non, moi, je suis plus la génération Kobe, mais. Ouais. Ouais, c'est ton enfance plutôt. Ouais, j'ai vu Michael et pour moi, c'est lui le meilleur. Je sais que t'es beaucoup dans tout ce qui est mode, un peu, t'aimes bien t'habiller. Ça a toujours resté un côté important pour toi? Ouais, j'ai toujours aimé la mode, toujours être bien habillé les jours de match, ou même j'aime toujours me bien habiller quand je vais dans la rue. J'aime bien, c'est des trucs que j'aimerais faire plus tard, aller voir des fashion week, des trucs comme ça. J'ai toujours aimé la mode. On te sent sucré ou salé? Une question comme ça. Sucré. Sucré, pourquoi? Et encore, je te dirais, franchement, non, parce que j'aime trop la glace, donc je dirais sucré. Vas-y. On n'a pas parlé de ton lien aussi avec. Tu nous parlais du Congo, c'est ça au début? Ouais. Donc tu es né en France, bien sûr. Tu retournes de temps en temps. Tu y vas, pardon? Non. Non, il n'y a pas de lien. Je suis congolais par mon père. J'ai pas pu y aller à cause de la guerre, Ouais. tout ça. Et je suis martiniquais guadeloupéen par ma mère. Du coup, plus de liens avec la Martinique. Ouais, je suis plus allé qu'au Congo. Ouais. Bon, c'est un contexte géopolitique qui est pas souvent simple. Je crois qu'il y a Keylor Gabango aussi qu'on n'a pas, qui est passé, qui est Idriss aussi. Idriss aussi, ouais. Là, c'était Cholet ou la SIC. Je t'ai pas demandé le SLUC parce que tu n'as jamais joué au SLUC. Non. Cholet parce que Boris Dallot a joué une grande partie de sa carrière. C'est quelqu'un de ta famille, si je me trompe pas. Ouais, on est cousins éloignés. Ouais. Cousins éloignés. Bon, il a le timing. Est-ce qu'il a envoyé une vidéo? Je crois pas, mais bon, le timing, il voulait la faire. Malheureusement, il n'en aura pas. Mais Cholet ou la SIG? On sait peut-être ça. Cholet parce qu'il a vu ses meilleures années là-bas. Ouais. Et même puisque j'ai fait le Cholet Mondial Basket, donc je dirais Cholet. Ouais. Donc, 3 questions basket. Tony Parker ou Victor Wembanyama? On sait que vous avez Vincent Pourchaud ici. En termes de taille? Parce que Wemby. Tipeee, je veux dire Tipeee. Tipeee, parce que pour tout le respect, pour ce qu'il a fait de sa carrière. Wemby n'a pas encore gagné de titre. Voilà, donc non, je veux dire Tipeee. Alors là, Johannes ou Isabelle Filashkovski, tu connais? Non, et pour ça je te dirais Marine Johannes. Tu connais pas? Bah écoute, peut-être que tu as dû voir sa fille sur les réseaux sociaux. On sait qu'elle a la tendance de Dominique Malonga. Elle a tendance Alicia Tournebize, qui joue à Bourges, qui a joué quelques matchs en pro. T'as dû voir? Non. Cette nouvelle génération qui met les dunks féminins, on en a pas parlé. Je crois que vous allez jouer le Pôle France dans même pas 3 heures. Il y a une joueuse du Pôle France, si vous vous rendez compte, une qui a mis son premier dunk à 14 ans là. Je sais pas si t'as dû voir. Ouais, la nouvelle génération, c'est tout. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mangent. Comment, je sais pas, mais c'est tous. Là, tu vas le voir tout à l'heure, l'INSEP, c'est tous des beaux bébés. Donc, non, donc, de toute façon, je pense que Victor, c'est le début d'une nouvelle ère. Je pense qu'on va en voir de plus en plus, peut-être pas aussi fort que lui, mais de plus en plus de gens comme lui avec cette taille, cette mobilité, tout ça. Donc voilà. Enfin, est-ce que ça serait le Palais des Sports ou Frescati? Palais des Sports. Palais des Sports. Ouais. En tout cas, voilà. Bah, écoutez, on va te remercier, Kevin. Ça fait quoi? Ça fait quasiment 2 heures. C'est peut-être la durée du match de ce soir. Une victoire pour Metz, on espère? J'espère, ouais. Allez, je fais au montage. J'espère que le Palais des Sports sera plein. Merci à tous de nous avoir suivis, de votre patience aussi, de tout simplement de votre disponibilité, de votre écoute. Ça fait un plaisir d'avoir Kevin Cali pour ta dernière. En tout cas, est-ce que tu vas revenir? Oui, forcément en tant que supporter. Oui, tu reviendras quand? Je reviendrai la saison s'arrête là dès ce soir? Ouais, dès ce soir, elle s'arrête. Ouais. Je veux continuer par contre à m'entraîner en Tu seras encore sous contrat jusqu'en juin? Sous contrat jusqu'au 1er juillet. Donc, 1er juillet, ok. avec les disponibilités de l'assistant, comme moi je reviens de blessure, je pense que je vais continuer encore à m'entraîner avec Thibaut, que j'ai oublié de mentionner même. Je pense que je vais continuer un peu à m'entraîner avec lui à Frescati, et puis voilà, après je partirai tranquillement en vacances. Mais oui, je pense que même pour le premier match de la saison prochaine, que ce soit en N2 ou en N1, j'espère en N1, comme ça en N1 c'est le vendredi, que je serai présent. Ouais. Ça marche. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, Kevin Cali devrait
Tout dépendra du résultat de demain. Bon, ça vous le saurez en regardant la vidéo. Tout dépendra du résultat, mais à 99%, j'appelle Gora à la sortie. Attention. Merci Kevin, merci à toi, ça fait un Merci à plaisir. toi, Gauthier. Merci. Merci à Vincent.